Le patron de l'époque me dit je viens avec toi, au dernier moment. On arrive, le client nous reçoit dans une salle juste à côté, et le type se lève et il dit finalement on va pas faire le deal. Alors que ça faisait 6 mois que je bossais sur le deal. J'étais le meilleur vendeur du monde un jour, à un moment. Alors déjà, pour commencer, un truc qui va choquer tout le monde, on risque de ne pas être d'accord. Je pense pas que la vente est faite pour servir le client. Oh, développe, ça m'intéresse. Je te prends un exemple, quand il y a eu le Covid par exemple, je suis pas médecin, je ne connais rien à la médecine, donc j'avais des opinions, je me suis jamais exprimé dessus parce que mon opinion ne vaut rien. Étienne Klein, que j'adore, qui disait « À force de mépriser ses connaissances, on finit par les transformer en croyances ». Et c'est tout à fait vrai. Si on a besoin de vérité, à un moment donné, on peut pas vivre dans un monde où la vérité c'est ce que tu dis ou ce que je dis ou ce que machin a envie de penser. Si au sein de l'entreprise, tout le monde s'en fout, eh ben le problème ne sera pas réglé. L'invité d'aujourd'hui a tout de l'invité parfait sur cette chaîne. Il débute par une carrière de commercial qu'il termine au plus haut niveau, puis devient entrepreneur et aujourd'hui investisseur et entrepreneur. Pierre Gaubil est un personnage haut en couleur qui a du franc-parler et aujourd'hui il partage avec nous sa passion de la vente et de la tech. Salut Pierre. Salut Quentin. Du coup Pierre, je viens de te présenter comme moi je te vois. On s'est revu il n'y a pas longtemps sur le podcast de Carlos. Exact. On a parlé d'IA et de tech dans la Silicon Valley. Si toi tu devais te présenter, qu'est-ce que tu dirais que les gens ne disent pas souvent sur toi? Je suis pas un personnage très médiatique, donc je pense pas que les gens disent quoi que ce soit. Je sais pas ce qu'ils diraient d'atypique. Parce qu'en fait, je suis assez direct comme personnage, tu vois, j'aurais pas pu être diplomate. Et donc les gens savent que je suis assez direct, donc ils me disent les choses telles que ça sort, donc je pense pas qu'il y ait de choses pas dites. T'es connu pour ça, hein, pour ton franc-parler de toute façon. Ouais, mais c'est important de dire ce qu'on pense. On manque de ça dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Ah ouais, pourquoi? Parce qu'on est un monde politically correct, où en fait, je pense que c'est important d'avoir des opinions, et je pense que c'est important d'être clivant. Tu vois, parce que c'est à partir de ce moment-là que tu peux construire une conversation, un argumentaire, une discussion, et faire évoluer tes idées. Mais si tu donnes des opinions qui sont celles de tout le monde et tu y adhères parce que finalement c'est celle de tout le monde, on est un monde un petit peu aseptisé. Donc moi j'aime pas trop ça, et j'aime bien partager des idées, même si on n'est pas d'accord, au moins on partage des idées. L'autre point qui est important à dire, je pense que tu peux pas non plus t'exprimer sur tout. On est dans un monde où en fait tout le monde a le droit de dire tout sur tout. Et moi il y a des choses sur lesquelles je suis totalement incompétent et je ne me permettrai pas d'avoir une opinion. En tout cas, je l'ai avec moi, mais je ne me permettrai pas de la rendre publique. Où est-ce que tu mets la limite? Quand est-ce que tu décides que t'en sais pas assez pour pouvoir t'exprimer? Je te prends un exemple. Quand il y a eu le Covid, par exemple, je ne suis pas médecin de formation. Je ne connais rien à la médecine. Donc j'avais des opinions. Je ne me suis jamais exprimé dessus parce que mon opinion ne vaut rien. Je me suis appuyé sur l'opinion des gens qui savent, des experts. Point, c'est tout. Là, j'ai pas le droit d'avoir une opinion sur le Covid, par exemple. Si les gens parlaient que quand ils avaient une opinion éclairée sur un sujet, ils diraient pas grand-chose en fait. Hein. Attention, il y a une différence entre avoir une opinion pas éclairée et être, on va dire, un petit peu ouvert à la critique, et avoir une opinion sur tout et dire n'importe quoi tout le temps. Parce que ce que j'en vois maintenant, c'est beaucoup de gens qui ont des opinions sur tout et qui racontent n'importe quoi. Tu as le droit d'avoir une opinion pas forcément très formée, à partir du moment où tu t'appuies quand même un petit peu sur les faits, où tu étais un peu documenté, et tu es assujetti à la critique et tu prends la critique correctement. Mais quand tu dis un truc qui est une énormité, avec la plus grande des sûretés, je sais plus qui disait en fait, plus on est sûr de soi, moins on sait, plus on doute, plus on sait. Je sais plus si c'était exactement comme ça, mais c'est un peu ça. Et je trouve qu'on est dans un monde aujourd'hui où en fait, trop de gens parlent trop de choses qu'ils ne connaissent pas. Et moi, j'ai un vrai respect pour l'expertise. Je pense que d'avoir des experts qui sont un peu... Tu vois, on a besoin de vérité. À un moment donné, on ne peut pas vivre dans un monde où la vérité, c'est ce que tu dis ou ce que je dis ou ce que machin a envie de penser. À un moment donné, c'est important de se dire, bon, mais ça c'est vrai, ça ne l'est pas. C'est quand même des points de repère qui sont importants dans la discussion, dans tout ce qu'on peut imaginer. Et donc, les experts, pour ça, ils peuvent à un moment donné te dire, bah là, tu vois, tu as raison, et là, c'est faux. Et ça, c'est important pour moi. Ouais, c'est important, et en même temps, la notion d'expertise, elle est aussi très relative, je trouve, à l'époque dans laquelle on vit. La notion de vérité, même je vais plus loin que l'expertise, la notion de vérité. Il y a des énormités qu'on laissait passer il y a 30-40 ans où tout le monde était d'accord pour dire que c'était la base, la vérité, et qui aujourd'hui sont des aberrations totales. Comment t'expliques ça? Est-ce qu'il faut l'accepter? Je te donne un exemple, hein, le fait que pendant longtemps on a trouvé normal que les femmes ne votent pas en France, le droit de vote des femmes, faut le rappeler, c'est très 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 récent dans l'histoire de France. C'était un statu quo, c'était la vérité, c'était la normalité. Et 20 ans après, on se rend compte que c'était une connerie absolue. Comment tu penses qu'on pourrait gérer ce genre de choses? Ça, c'est pas une vérité pour moi. Une vérité, c'est quelque chose qu'on est capable de prouver. D'accord, le vote des femmes, c'est pas une vérité, c'était une erreur. Ça n'a rien à voir. C'est un statu quo. C'était une décision socialement acceptée. Oui, c'était culturellement une situation qui était ce qu'elle était et qui n'était pas la bonne. Pour moi, ce qui est important, c'est la vérité. C'est de dire il y a des choses qu'on sait prouver être vraies. À partir du moment où ça, on est capable de dire, par exemple, que la Terre est ronde et on sait le prouver, il faut l'admettre. Avant que la Terre soit ronde et qu'on soit tous d'accord pour que c'est la vérité, c'était que la Terre était plate. La vérité, c'est qu'on ne savait pas.
On ne savait pas s'il était plate ou s'il était autre chose. Chacun avait on n'avait pas de repères particuliers. Auquel cas, s'il n'y a pas de repère, chacun est libre de penser ce qu'il veut. À partir du moment où il y a un repère qui est validé, on n'a plus le droit de le remettre en cause. Sinon, on n'avance pas en tant qu'humanité. Tu vois, on construit sur des savoirs qu'on a pu acquérir et à partir desquels on construit d'autres savoirs. Chaque fois, on remet tout en cause et qu'on dit finalement la Terre est pas plate, la Terre est pas ronde, la Terre est plate. Bon, mais ok, on remet en cause la gravité, on remet en cause quoi? Enfin, on continue, on remet tout à zéro, ça marche plus, quoi. Dans le monde des sciences, je le vois assez bien, mais tu vois, nous, on fait des métiers dans le business où le but quand même d'un entrepreneur, c'est aussi de construire son monde et sa vérité, où on est dans une science qui n'est pas exacte, ça ne suit pas une formule mathématique, sinon il y aurait plus d'entreprises qui réussiraient, je pense. Du coup, comment aborder cette question de la vérité et de l'entrepreneur qui veut proposer son modèle de vérité aux autres par la boîte qui monte, quoi. Alors, je pense pas que tu imposes un modèle de vérité, d'accord? Tu veux imposer une opinion, tu veux imposer une vision, tu veux imposer tu veux essayer de faire croire, enfin, ou de faire penser aux gens que tu résous un problème mieux que les autres. Ça, c'est de la conviction, c'est pas de la vérité, d'accord? La vérité, c'est scientifique ou ça ne l'est pas. La réalité, c'est peut-être le mot que j'aurais dû utiliser, c'est pas la vérité, c'est la réalité. Ouais, après, je veux dire que les gens sont libres d'être d'accord ou pas avec toi. C'est quand même ça le gros du travail. Quand tu partages une vision, c'est pas une vérité, mais c'est une forme de réalité que tu proposes aux autres, une autre réalité. C'est ça le principe de l'entrepreneuriat aussi, de l'innovation. Alors, une vision, pour moi, c'est un point de vue, d'accord? C'est-à-dire que si on prend un discours un peu vente, on fait des produits pour résoudre des problèmes. Donc, si tu développes un nouveau produit pour résoudre le problème, c'est que tu considères que les produits qui existent ne résolvent pas le problème comme tu souhaiterais qu'ils le résolvent. Donc, c'est-à-dire que tu t'es construit un point de vue qui est de dire la façon dont c'est fait, je suis pas d'accord, voilà comment moi j'envisage de le faire et je pense que c'est mieux. C'est ça que je veux entendre, c'est un point de vue. Après, j'ai le droit de pas être d'accord avec toi. Mais par contre, si je souscris à ton point de vue, déjà, je suis un peu plus embarqué dans le côté tiens, ça m'intéresse, ce que raconte Quentin, peut-être que je vais aller plus loin. Et tu vois, construire des points de vue, quitte à être clivant, c'est important. Ça ne veut pas dire que tu as raison ou que tu n'as pas raison. Ça veut dire que c'est un point de vue et qu'il y a des gens qui vont être d'accord avec toi et d'autres qui ne vont pas être d'accord avec toi. Et donc, il n'y a pas de concept de vérité, du coup, de vrai ou de faux dans ces situations? Non, mais on n'a pas commencé à parler de vente au départ. On a parlé d'opinion au sens large. Donc non, il n'y a pas... Après, il y a des vérités quelque part. À un moment donné, tu es capable de prouver ce que tu dis ou tu n'es pas capable de le prouver. De le prouver, absolument. Et souvent, on ne challenge pas. C'est les gens, d'ailleurs, pour qu'ils prouvent ce qu'ils disent, on part du principe que si c'est dit, et surtout par quelqu'un qui a beaucoup de personnes qui le suivent, alors c'est vrai, c'est un peu aussi dangereux, c'est que maintenant, on donne la parole à des gens. Mais bon, on va pas digresser là-dessus, mais parfois, qu'il ferait mieux de ne pas parler, quoi. Tu vois, parce que il touche beaucoup de gens et les gens ne remettent pas beaucoup en question. L'esprit critique, on l'a perdu. C'est Étienne Klein, que j'adore, qui disait « À force de mépriser ses connaissances, on finit par les transformer en croyances ». Et c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que tu as raison, c'est-à-dire que quand on a une connaissance, il faut challenger la connaissance et aller assez profond pour vraiment acquérir la connaissance. Quand tu crois savoir quelque chose et que tu dois l'expliquer à quelqu'un, c'est là que tu t'aperçois si tu connais ou pas ce dont tu parles. Parce que le jour où tu dois l'expliquer, ça se révèle à toi en disant « Waouh !» Là, je ne suis pas aussi à l'aise que je pensais l'être. Et le jour où tu es à l'aise dans l'explication, c'est que tu l'as vraiment digéré, que tu l'as vraiment comprise. J'ai mon prof de français de 6e, j'en souviendrai toute ma vie, qui s'appelait Monsieur Lafuente, qui disait « Ce qui se conçoit bien s'exprime clairement et les mots pour le dire vous viennent aisément ». Il disait ça. Ça résume en une phrase ce que tu viens de nous dire. Aujourd'hui, il y a un nouveau concept pour toi, Pierre, pour avancer dans cette discussion. Je sais que tu as une histoire avec les jeux. Les board games, les jeux de société, ouais. Avec les jeux de société, voilà. Je sais que tu as une histoire avec les jeux de société, donc je t'ai préparé un mini jeu de société avec des cartes. Ici, donc, tu as, comme ça je les montre pour tout le monde, tu as plusieurs cartes avec des dessins dessus. Là, vous voyez mon talent pour le dessin, voilà, avec des dessins dessus. Chaque carte est en fait un thème, un sujet de discussion qu'on va aborder ensemble, qui te concerne et qui est en lien aussi avec la chaîne. Donc pour démarrer, je vais faire comme ça, je vais te laisser choisir la carte que tu préfères. Celle que je préfère? Celle que tu préfères. Je vais prendre la première alors, celle-ci. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? C'est un tambour avec des baguettes. Ouais. Pourquoi tu as choisi cette carte? Parce que je suis musicien aussi, je suis batteur dans plusieurs groupes et que c'est un truc que je fais depuis assez longtemps. J'ai commencé, j'avais 13 ans. J'ai arrêté ensuite parce que j'ai beaucoup voyagé et j'ai repris il y a maintenant à peu près 15 ans. Et c'est un truc, c'est une passion que j'ai qui m'anime et qui me remplit. Donc voilà pourquoi j'ai pris cette carte. Donc ça, c'est ta facette batteur. Tu as aussi été commercial, tu as commencé ta carrière comme ça.
Est-ce que le rythme dans la vente, c'est aussi important? Ben, le timing d'une vente, c'est hyper important, évidemment. Il faut toujours se fixer un timing, sinon ça peut durer des heures et des heures. C'est comme dans beaucoup de choses, hein. Mais tu vois, je pense qu'il y a une discipline qui est de dire, par exemple, je te prends une chose qui n'a rien à voir avec la vente, mais presque, un petit peu quand même. Quand tu lèves des fonds, puisqu'on parle de start-up un peu, quand tu lèves des fonds, je dis toujours aux entrepreneurs, il faut fixer une date de début et une date de fin. Comme ça, vous faites rentrer l'investisseur potentiel dans votre timeline à vous. Si vous ne le faites pas, vous allez voir des gens, vous allez leur présenter des trucs, et puis ils vont se donner le temps, et puis ils vont donner le temps au temps, et puis dans 6 mois, 1 an, on y est encore. Par contre, si vous dites, on est au mois de février, je ne commence pas à lever des fonds avant le 1er avril. Donc là, c'est pas le moment de se parler, désolé. Je vous contacte le 1er avril. Super. 1er avril, on se contacte. Déjà, tu crées une dynamique, parce que tout le monde est au même moment. Et tu dis, par contre, fin juin, j'ai fini. Bah, du coup, tu fais rentrer les gens dans ta contrainte de temps et tu accélères la vente. Une façon d'accélérer la vente, c'est de créer une dynamique de temps. C'est hyper important. Souvent, on voit les commerciaux qui veulent créer cette dynamique de temps très basée sur leurs objectifs à eux. Les objectifs commerciaux, c'est souvent les fins de trimestre, tu sais, ou les fins de semestre. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à percevoir, ou en tout cas à comprendre pour le client, qui lui n'a pas vraiment d'intérêt à ce que ça bouge. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner pour pouvoir bien rythmer un processus de vente en se basant sur ce qui est intéressant pour le prospect? Alors, la vente, c'est un truc qui est, somme toute, assez simple à comprendre. Ça consiste... la mécanique est la suivante pour moi, et je viendrai au timing. La mécanique, c'est d'abord de comprendre si ce que tu vends a un intérêt pour le business à qui tu vends. Est-ce que ça va changer la performance du business à qui tu vends? C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour vendre, tu vas avoir affaire à des gens. Ces gens sont divers et variés. Tu as celui qui décide, tu as ton champion, tu as ton utilisateur, tu en as plein. Ensuite, ces gens, la seule chose qu'ils vont, eux, regarder, c'est leur douleur. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe mal dans leur quotidien, quels problèmes ils ont. Ces douleurs sont des douleurs humaines. D'accord? Et ils vont regarder si ce que tu proposes va leur rendre leur vie meilleure ou pas. Et d'ailleurs, à ce titre, ce qu'on peut dire, c'est qu'un produit n'a pas une proposition de valeur, il en a une par individu. Puisque A et B n'auront pas la même perception du produit et n'y verront pas la même valeur. C'est l'exacte définition de ce que nous on appelle les bénéfices. Et l'écart entre l'avantage et les bénéfices, les avantages ils sont universels et les bénéfices sont propres à chaque personne à qui tu parles. Nous sommes d'accord. Et c'est ça que tu résous. C'est-à-dire que les gens vont acheter, ils vont se comporter, ils vont acheter ton produit, pas pour résoudre le problème business, pour résoudre leurs problèmes. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Il n'y a pas de corrélation. Tu peux avoir par exemple une entreprise qui a un immense problème, qui perd des dizaines, des centaines de millions d'euros sur un problème XY. Si au sein de l'entreprise, tout le monde s'en fout, eh bien le problème ne sera pas réglé. Si par contre tu as un petit problème personnel, je ne peux pas voir mes enfants le soir parce que je suis obligé de partir à 7 h le soir, et que tu me proposes une solution qui me permette de partir à 6 h 30, même si c'est tout petit, je vais régler le problème parce qu'il est personnel et qu'il est fort. Donc il n'y a pas de corrélation entre la douleur du business et la douleur des gens. Est-ce que les gens agissent pour résoudre leur douleur et pas la douleur de leur business? Ça, il faut le comprendre. Et c'est pas facile à comprendre. Donc si tu veux, pour revenir à ce que je disais, tu as pourquoi le business a besoin de toi, les gens qui constituent, les gens avec qui tu vas travailler pour vendre, la douleur de ces gens-là. Et maintenant, la question qu'on doit se poser quand on est vendeur, c'est est-ce que j'ai le médicament pour enlever la douleur? En fait, on est des docteurs, en fait. Tu vois, un docteur, quand tu vas le voir, il va pas te dire, bah, Quentin, super, je suis content de te voir, voilà toutes mes pilules, laquelle veux-tu? Il va te faire un diagnostic, il va te dire, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu viens me voir? Et en fonction du diagnostic, quand il va comprendre tes douleurs, il va te dire, je pense que c'est ça, laisse-moi faire un peu plus de tests, etc. Oui, c'est ça, tu vas faire ça, ça, et ça ira mieux demain. C'est ça un docteur, c'est pareil un vendeur. Donc la question que tu te poses, c'est est-ce que j'ai la médecine? Est-ce que j'ai le médicament pour résoudre la douleur? Si tu l'as pas, il faut partir. J'aime beaucoup la métaphore du docteur. La grosse différence quand même qu'il y a entre un vendeur et un docteur, c'est que le docteur, à la base, tu lui fais confiance. Le vendeur, à la base, il a une grosse étiquette. C'est vrai beaucoup en France, mais dans tous les autres pays, il n'y a pas qu'en France où c'est le cas. Son étiquette, c'est attention, c'est quelqu'un qui va essayer de me refourguer sa came quand même. Et donc, vient un autre enjeu. On parlait du rythme, etc. et j'en ajoute un. C'est l'enjeu de comment tu deviens crédible. Tu as apporté un début de réponse avec la partie expertise. Et comment tu construis de la confiance avec quelqu'un qui, a priori, te voit vouloir servir tes intérêts personnels avant les siens. Alors, déjà, pour commencer, un truc qui va choquer tout le monde, on risque de ne pas être d'accord. Je ne pense pas que la vente est faite pour servir le client. Oh, développe, ça m'intéresse. Je développe. Je pense que n'importe quel vendeur, n'importe quel individu dans une entreprise doit d'abord servir son entreprise. Et parce que tu sers correctement ton entreprise, une des conséquences heureuses, c'est que tu sers bien ton client. Mais j'ai jamais travaillé dans l'intérêt du client. Je me suis toujours dit sur un deal, est-ce que si je fais ce deal avec ce client-là, c'est dans l'intérêt de mon entreprise? Et pour autant que ça le soit,
Le client sera bien servi. Pour autant que ça ne le soit pas, le client sera mal servi. Un exemple, si tu es dans l'intérêt du client, tu vas baisser tes prix. Si tu es dans l'intérêt de ton entreprise, tu vas beaucoup moins baisser tes prix. Donc pour moi, si tu veux, la première chose à comprendre, c'est que je n'ai jamais travaillé dans l'intérêt du client. Pour moi, ce n'est qu'une conséquence d'un travail bien fait. Mais tu travailles dans l'intérêt de ta boîte. Il faut que ta boîte grandisse, fleurisse, réussisse. Et à partir de ça, tu auras des clients que tu pourras satisfaire, mais pas l'inverse. Mais est-ce qu'on peut, justement, j'ai quand même cette question, est-ce que finalement travailler dans l'intérêt du client, c'est pas dans l'intérêt de ton entreprise? Ça dépend du client. Il y a des clients qui ne sont pas du tout dans l'intérêt de ton entreprise, qui vont peut-être perdre du temps, de l'argent, etc., et qui ne vont jamais se développer comme tu le souhaites. Donc non, savoir dire non à un client, c'est aussi important que dire oui. C'est intéressant comme nuance parce que ta manière de le tourner est assez provocatrice, c'est-à-dire en tant que commercial, je travaille pour l'intérêt de mon entreprise, et en même temps avec la nuance que tu apportes, elle est assez juste parce qu'évidemment à la fin, tu vas pas faire un deal à perte par exemple. Ça servirait le client mais ça servirait pas ton entreprise. Mais c'est important à comprendre, c'est qu'à aucun moment, tu vas essayer de travailler dans l'intérêt du client. Sinon, tu donnes ton produit et tu le vends à zéro. Je pense que c'est une question de... On dit ça pour être clivant dans le discours, parce que malgré ce que tout le monde pense, les commerciaux disent oui, il faut être au service du client, mais sur le terrain, les commerciaux ne sont pas du tout au service du client. Et du coup, je pense que ce discours de dire si tu aides ton client, ça va aider ta boîte, c'est juste un moyen de faire passer le message, de faire plus attention au client, pas plus que ton entreprise, mais faire plus attention au client pour réussir à vendre. Parce qu'aujourd'hui, quand même, le facteur limitant, dis-moi ce que tu en penses, mais chez les commerciaux pour vendre, c'est le manque d'intérêt réel pour leurs clients, leurs problèmes business, leurs problèmes internes dont tu parlais. Mais ça, c'est un problème de compétence, si je peux me permettre. Okay. C'est qu'ils ne sont pas bons. C'est qu'ils vont juste arriver en disant « Regarde mon produit comme il est beau », comme le médecin qui te montre toutes les pilules. Et c'est au client de faire son choix. Je mets tout sur le mur, on verra bien ce qui reste collé. Ça ne marche pas. Le rôle d'un vendeur, le bon vendeur, c'est celui qui pose des questions. C'est pas celui qui présente son produit. C'est pas quelqu'un qui va faire une démo, un vendeur. C'est quoi une bonne question? Une bonne question, c'est une question ouverte. Alors j'ai une thèse aussi là-dessus. Je pense que quand on parle à un client, il faut des questions extrêmement ouvertes. Parce que dès que tu commences à avoir des questions précises, tu introduis des biais, qui sont en fait des hypothèses que tu formules sur ce qu'il faut entendre comme réponse, et tu diriges le client vers une réponse qui te va bien, donc la réponse ne vaut rien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense qu'il faut des questions qui soient liées au passé, c'est-à-dire aux problèmes que le client est en train de vivre, et les conséquences que ça a, et de comprendre le niveau d'urgence. Il ne faut jamais poser de questions au client pour essayer de comprendre quelle solution il envisage. Ça, c'est une très mauvaise question. La question qui permet d'envisager le futur est une très mauvaise question. De ce point de vue-là, toutes les mauvaises réponses, c'est des choses qui sont un peu de la flatterie. Quand un client te dit « Oh, c'est formidable, c'est génial », c'est sûr que c'est pourri. Pour moi, il ne faut pas qu'il y ait d'empathie. Autrement dit, le problème de la question, c'est quand tu crées de l'empathie. Tu crées des biais qui sont irréversibles. Et c'est très difficile quand tu es vendeur et que tu as beaucoup de réjection, je sais pas comment on dit. De rejet. Voilà, j'ai vécu trop longtemps aux US. Quand tu as beaucoup de rejet, bah, tu te retrouves à te dire finalement j'ai envie d'entendre un truc sympa et donc tu forces le client à te le dire. Alors que le truc sympa, c'est le client qui te dit non. Tu perds pas ton temps, du coup, c'est vachement bien. Donc pour moi, si tu veux, les bonnes questions, c'est des questions ouvertes et qui ont pour objet d'aider à comprendre le problème et le niveau d'urgence. Toutes les autres questions n'ont aucun intérêt. Ce qu'il en pense, comment il voit le truc, tout ça, on s'en fout. Donc je récapitule, il faut servir l'intérêt de son entreprise, il ne faut pas faire d'empathie avec son client. Exactement. Pas qu'il y ait d'empathie avec le client. Exactement. Non, il ne faut pas que le client soit empathique avec toi. Parce qu'un client empathique, c'est quelqu'un qui veut se débarrasser de toi finalement. Il est sympa pour que ça se finisse. Exactement. Oui, je vais vous rappeler. Ah, c'est super intéressant, merci. Très mauvaise réponse. Tu n'auras plus jamais de nouvelles, évidemment. La bonne réponse, c'est on fixe rendez-vous pour mardi prochain. Ça, c'est une bonne réponse. Ce qui est intéressant, c'est ton accroche, parce que ta manière d'entrer dans le problème, c'est un peu contraire à ce que nous, en tout cas, on propose. Mais en fait, ton explication, c'est la même. C'est juste que ta manière de rentrer dans le problème attire plutôt l'attention. D'ailleurs, on a fait une vidéo sur garder l'attention des gens. Ça fait partie des choses à faire, donc assez intéressant et ça me plaît. Trop bien. Je te laisse en choisir une autre. Je te laisse faire pour moi, vas-y. Ah ouais, ok. Tu vas prendre celle-ci. Donc c'est un livre. C'est un livre. Il y a une question qui revient souvent quand on parle quand je parle avec les personnes sur la chaîne, c'est la question de quelles sont les bonnes sources d'inspiration, de savoir en ce qui concerne la vente. La vente, elle a énormément évolué ces 30 dernières années, encore plus ces 10 dernières. Est-ce que tu aurais un livre, un blog ou une ressource de référence à conseiller aux gens
qui veulent monter en compétence sur la fonction de vente? Très difficile à dire. Je pense pas, parce qu'il y a longtemps que j'ai pas lu un bouquin sur la vente. J'en avais écrit un, moi, à l'époque. Ah, il paraît que tu en as écrit un. Ouais, mais c'était vraiment à usage interne. Il faisait 120 pages quand même, donc c'était assez trapu, mais c'était très spécifique à ce qu'on faisait à l'époque. Non, j'ai pas vraiment de. J'ai lu tous les livres, tu vois, Strategic Selling et compagnie, les vieilles choses. Moi, j'ai fait le Kappa Training, j'ai fait le Xerox Training à l'époque. Parce que tu es passé par Xerox. Je suis passé par Xerox. Tu peux nous parler un peu de ça? Bah, c'était probablement à l'époque l'école de vente numéro 1 dans le monde. Tout le monde voulait faire ça. C'était effectivement très très bien fait à l'américaine, donc hyper concret. Tu vois, ce que j'en retiens par exemple, quelques exemples, c'est qu'on ne crée pas le besoin. C'est un truc que les vendeurs ne comprennent pas. On ne crée jamais un besoin. Un besoin, il est soit implicite, soit il est explicite. Implicite, ça veut dire que tu as le besoin, mais tu n'en es pas conscient. Et je vais te faire prendre conscience de ça. Implicite, c'est que tu en es conscient, tu sens la douleur et tu as besoin de le résoudre. Mais jamais on le crée. Tu vois, tous ces gens qui ont dit « Ouais, Steve Jobs, il a créé le besoin. » Non, il n'a jamais créé le besoin. Les gens n'ont pas acheté l'iPhone pour faire plaisir à Steve Jobs. Ils en avaient besoin de l'iPhone. Donc le besoin, ça, c'était un truc que j'avais appris chez Xerox. Enfin, ils n'avaient peut-être pas besoin de l'iPhone, mais ils avaient besoin de ce que l'iPhone leur apporte. Bien sûr, évidemment, tout à fait. C'est ça que je veux dire. Donc ça, c'était un truc. Alors Xerox, c'était une belle école. Ça durait un mois, je crois. Pendant un mois, on était... Dès que tu arrives chez Xerox, pendant un mois... Par un mois, c'était à Aulnay, je me rappelle. Et pendant un mois, tu fais que ça. Tous les jours, formation vente. Ouais. Ça va jusqu'où? C'est quoi qu'est-ce qui t'a marqué dans la précision ou la puissance des méthodes? C'était vraiment une recette de cuisine, c'était vraiment le playbook sur comment il faut faire. Des scripts, des mots, des questions? Ouais, tout. C'était à peu près tout. Et puis surtout, toute la théorie de la psychologie de qu'est-ce que c'est que de vendre. Pour moi, je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus, mais pour moi, la vente, c'est très technique, presque une science. Dans le sens où en fait il n'y a pas de hasard. Tu vois, les gens qui croient, les vendeurs, c'est les gens qui ont du bagou, tout ça, ils ont rien compris. Je te rejoins là-dessus, on est d'accord. On est d'accord. Donc les vendeurs, pour moi, c'est des gens qui ont une vraie science de savoir comprendre les besoins du client, les problèmes du client, savoir s'il a ou pas la médecine, savoir transformer sa médecine en valeur et savoir la présenter et la vendre. Mais c'est pas du tout quelqu'un, il peut y avoir des vendeurs très peu exubérants et qui sont extrêmement doués parce qu'ils ont une vraie compréhension de ce qu'ils amènent comme valeur et ils savent le présenter. Donc pour moi, si tu veux, la vente, c'est pas du tout quelque chose qui est lié à la caractéristique ou au caractère d'un individu. C'est lié à sa précision mentale et intellectuelle. Et c'est compliqué la vente parce que, comme on l'a dit, il y a beaucoup de gens qui sont impliqués. Et donc on fait ce qu'on appelle du multi-tier value selling, c'est-à-dire que tu vas avoir au sein d'un même système de vente plusieurs personnes à convaincre à des niveaux différents. Et qu'il va falloir tout ça l'orchestrer. Ça, c'est complexe, dans le même timing. Et donc je pense que c'est vraiment de la précision, que c'est une gymnastique intellectuelle qui n'est pas simple, et que il faut une forme d'honnêteté par rapport à soi-même qui est forte, parce qu'il faut savoir dire « Bon, ben là, je ne vais pas le faire, ça ne va pas le faire ». Là, parce qu'à un moment, on a toujours besoin de se convaincre et de se dire ah, je vais continuer à un moment donné. Quand on dit non, il faut l'entendre aussi. Et c'est pas simple. Donc, c'est des moments difficiles. Je me rappelle, il y avait un moment, pour dire à quel point ça peut être marrant, les ventes qui aboutissent pas. Je me rappelle, j'étais chez Computer Associates à une époque. C'était une boîte de dingue. Et le patron s'appelait Guy Poré. Et on avait à peu près toutes les semaines, histoire véridique, hein, on travaillait sur les mainframes à l'époque. On vendait des logiciels contre IBM. Ok. C'est une boîte, ça faisait quelle taille la boîte? À l'époque, c'était le numéro 1 du logiciel au monde. C'est la plus grosse boîte de soft dans le monde à l'époque. Ils faisaient combien de chiffre d'affaires? Je sais plus te dire. Alors là, franchement, c'était par centaines et centaines de millions. C'était gros, hein. C'était une grosse boîte. Hein. Une très grosse boîte américaine. Qui a disparu parce qu'ils sont, enfin, pas disparu, mais ils sont un peu restés sur ces logiciels-là, plutôt mainframe. On était aussi sur tout ce qui était digital, donc ce qui était les ordinateurs un peu plus faibles. Et donc, je me rappelle une fois, donc il y avait à peu près 25 vendeurs sur le deck qui étaient des vendeurs mainframe, donc la crème quoi. J'en faisais partie, j'étais le plus jeune de 5 ans. J'étais payé, je crois que j'avais un fixe qui devait être au SMIC, tu vois, à peu près. Et le reste, c'était que de la com. Et j'avais quelques comptes, pas beaucoup. Très dur, parce que quand tu arrives, on te donne tous les comptes dont personne ne veut. Et j'avais travaillé à fond sur un compte pendant un bon moment. Et j'étais en phase de clôture. Donc le directeur informatique m'avait dit pas de problème, je clôture. Donc j'avais rendez-vous pour le faire. Le patron de l'époque, Guy Poré, qui était celui qui dirigeait le truc, me dit bah, je viens avec toi, au dernier moment. Donc on monte dans sa Porsche, on va voir le client. On arrive, le client nous reçoit dans une salle juste à côté, et le type se lève et il dit finalement on va pas faire le deal. Premier truc qu'il dit. Alors que ça faisait 6 mois que je bossais sur le deal. Okay. Donc là, il faut savoir que chez CA, il y avait à peu près un vendeur qui était viré par semaine. Okay. Et on faisait la fête tous les lundis, soir, parce qu'on n'était pas viré. Okay. C'était une boîte... j'ai appris la précarité. C'était extraordinaire comme expérience. Et donc là, je savais que j'étais viré. Fondamentalement, j'étais viré. Et donc là, je me suis levé et j'ai engueulé le directeur informatique. J'ai dit, c'est inadmissible ce que vous faites là. Ça fait 6 mois que je travaille. Voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que vous m'avez dit. Voilà ce que vous m'avez écrit. Et je suis parti en vrille complet.
Donc le PDG de la boîte me regarde, il me dit c'est bon, rassieds-toi, c'était top, on se casse. Et on est parti comme ça. Il me dit waouh, c'était génial, mais quel con. Et on n'a pas fait le deal. Moi, ça m'a pas trop plu parce que j'avais vachement bossé. C'était un truc qui pour moi était un vrai gros deal, quoi, et je l'ai pas fait. Mais en fait, je pense que le gars avait une dent contre Computer Associates à l'époque et qui m'avait mené en bateau, si tu veux, et que les gens avaient travaillé avec moi de manière honnête. Que la conclusion c'était qu'il fallait acheter mon logiciel, mais qu'il nous avait fait venir pour juste nous dire allez vous faire foutre. C'était lui le directeur informatique, je l'avais déjà rencontré en plus. Hein. Donc c'est pour dire que c'est chaud, ça peut être chaud la vente, quoi. Faut savoir se battre. Incroyable. Alors je remets un peu de précision, mais là on parle beaucoup de vente B2B, de vente complexe. Exact. Si interlocuteur tu parles, les non-deals, c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Ici on parle majoritairement de ça, mais c'est bien de le remettre dans le contexte. Toi, tu as surtout fait ce type de vente. Hein. Ouais, après moi je travaillais chez Sybase où on vendait des bases de données relationnelles, on était des concurrents d'Oracle. J'ai été le meilleur vendeur du monde un jour, à un moment. Le meilleur vendeur du monde de Sybase. Ça sera super miniature. Et donc j'avais Tu vendais combien par an en étant meilleur à peu près je devais faire 3 millions et demi à peu près. 3 millions et demi. Ouais. Et j'avais le patron, le CEO de la boîte qui était venu et qui m'avait fait un cadeau. Il m'avait acheté une mallette, c'est un américain, une mallette en cuir absolument immonde avec un stylo en or ou je sais pas quoi, tu vois, brillant, dégueulasse, avec les codes, exactement. La mallette, tu penses qu'il y a plein de billets là? Ouais, il y avait rien dedans. Si j'avais eu des stock options aussi quand même. Mais la mallette, c'était un truc hallucinant. Mais c'était une belle époque ça aussi. C'était une belle école de vente parce que c'était des ventes complexes, stratégiques. C'est-à-dire que le produit était très impactant. La base de données, c'est là où tu mets tes données dedans. Donc c'était à l'époque hyper important. Grosse école de vente aussi. Donc non, c'est des belles expériences. Ça. Mais tu vois, j'ai toujours travaillé dans la tech, dans ce genre de vente. Après, j'en ai eu d'autres après dans d'autres domaines. Mais celle-là était intéressante. De toute façon, on en parlait tout à l'heure en off, mais la vente, c'est quand même une compétence qui est utile un peu à tous les moments de ta carrière. À partir du moment où tu es dans une réunion, où tu dois convaincre quelqu'un ou que tu dois... que tu es en relation avec les autres, la compétence vente va t'aider parce que tu vends des idées, tu vends des changements, des choses comme ça. Donc, Tu sais, moi, quand j'étais investisseur, il y a des critères que je regardais chez les CEO parce que c'est quand même le CEO ou la CEO, c'est quand même l'individu clé dans une start-up. Et un de mes critères, c'est est-ce que cette personne sait vendre ? C'était un de mes critères. Parce que quand tu es CEO, tu peux avoir du charisme et tout ça, mais si tu ne sais pas vendre, ça ne marche pas. Parce que le CEO doit fédérer autour de lui les meilleurs employés possibles, les meilleurs investisseurs possibles, les meilleurs clients possibles. C'est lui qui vend une vision, alors que le produit n'est pas tout à fait encore sec. Donc si tu veux, s'il n'a pas cette capacité à vendre, sa boîte, elle ira nulle part. Hein. Donc la vente, cette capacité-là, cette compétence-là, elle est fondamentale. Et je le redis, c'est pas du bagou. Hein. On peut être un vendeur en étant un CTO, en étant très technique. Mais c'est hyper important de savoir vendre quelque chose. C'est une skill qui, pour moi, est dans les top 2 des skills à avoir dans une carrière professionnelle. Et laquelle l'autre? C'est le top 2. La capacité à apprendre. Je pense que il faut être, ce que disait Reid Hoffman, il faut être un infinite learner. C'est-à-dire qu'il faut tout le temps remettre en cause ses apprentissages. Parce que d'abord, on vit dans des mondes très dynamiques et qu'on est compétent que parce qu'on apprend. Et que donc l'apprentissage, pour moi, c'est la deuxième skill essentielle. Si on est capable de se remettre en cause et de continuellement apprendre, et qu'on est un peu vendeur, je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. C'est une skill hyper importante. Il nous reste 3 thèmes à aborder. Lequel tu veux? Je vais prendre le vélo. Vas-y. Entre nous le vélo. Je monte le vélo. Donc, tu as choisi le vélo. Yes. Pourquoi? Pourquoi il y a un vélo sur cette carte? Parce qu'il est là le vélo, je le vois juste derrière moi. C'est la raison unique. Tu me demandes ça, tu es un grand cycliste, donc tu sais pourquoi. Parce que quand on fait du vélo, ça devient vite une passion pour plein de choses. Parce que d'abord, pour moi, c'est un sport qui est... D'abord, c'est un vrai sport. C'est quoi un faux sport? Un faux sport, c'est un sport où tu crois que tu as fait du sport et tu n'as même pas transpiré. Par exemple, le golf. Tu vois, c'est un jeu pour moi, c'est pas un sport. Ouais, sport d'adresse. Voilà. Ouais. Pour moi, c'est un vrai sport. Tu as du cardio, ça dure longtemps, tu ressors, tu es fatigué, vraiment. Donc c'est un vrai sport. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que c'est un sport qui est social. Parce qu'on parle en vélo. Quand tu sors avec des gens, tu peux avoir des discussions. Il y a des moments où tu n'as pas de discussion, parce que des moments où tu ne peux pas. Mais il y a des moments où c'est quand même très social et très convivial. Donc ça, j'aime bien aussi. C'est pas solitaire comme la course. Ce qui est beaucoup plus ou la natation. Quand tu nages. Exactement, la natation. Si tu es en nageant, c'est compliqué quand même. Beaucoup plus compliqué. Donc ça, c'est sympa. Et puis, il y a un côté un peu geek. Moi, je suis un peu dans la tech et le vélo, c'est quand même un objet technique extraordinaire. Pour les gens qui savent ce que c'est plein de petits trucs hyper sophistiqués. Un vrai vélo de course, c'est un objet technique incroyable.
Et donc j'adore le vélo pour toutes ces raisons-là. Et puis après, ça te permet de te balader. C'est mieux que courir parce que tu vois plus de paysages, parce que tu vas plus vite. Donc il y a plein d'aspects génialissimes à ce sport-là, qui est d'ailleurs un sport hyper populaire. On n'est pas les deux seuls à le faire. Hein. Ouais, c'est de plus en plus fréquent. Et on voit beaucoup sur la scène entrepreneuriale de dirigeants qui choisissent le vélo pour se vider la tête, pour se ressourcer, pour rester énergique toute la semaine. Ça t'a déjà aidé à faire du business, de faire du vélo? Alors moi, je vais te dire pourquoi ça m'aide énormément. C'est le seul moment où je peux réfléchir. C'est-à-dire, je prends mon vélo, je pars 2 heures, 3 heures, tout seul, et je réfléchis. Et je ressors et j'ai des idées claires. C'est méditatif. Ouais, pour moi, c'est le moment où en fait, j'ai des choses qui apparaissent dans ma tête, où je me dis, tiens, c'est peut-être comme ça qu'il faudrait que je tire ce problème-là et que j'arrive à le résoudre. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que je suis un hyper anxieux et que si je fais pas de sport, je suis odieux. Donc moi, j'ai besoin de lâcher les chevaux un peu et de lâcher l'anxiété, sinon c'est pas possible. Donc si je fais pas de sport, pendant une semaine, je suis comme ça. Donc je peux pas ne pas faire de sport, c'est impossible. Donc pour moi, c'est quand même un échappatoire nécessaire de faire du vélo. Je pense aussi qu'il y a un esprit compétitif dans le vélo. C'est-à-dire que c'est très mental, comme tu sais. Tu as plein de raisons d'arrêter, tu as plein de raisons d'abandonner. Et le fait que les entrepreneurs le fassent, c'est parce qu'ils se disent, ben non, moi j'abandonne pas, j'y suis, je vais monter le truc jusqu'au bout. Et il faut, à un moment donné, il y a un moment, il faut se dire, ok, j'y vais, quoi. Tu vois, je te disais, j'avais fait une course là récemment. On avait fait le Ventoux 3 fois en 3 jours. Et le premier jour, je me suis foutu le genou en l'air. J'avais un épanchement de synovie dans le genou. Les 2 derniers jours, je les ai fait avec de l'Advil sur des journées de 6 heures de vélo. Que dans le mal, mais j'ai pas lâché, parce que c'est mental le vélo, et si t'as pas le mental, tu le fais pas, c'est trop dur. Le vélo, c'est très dur. Ça peut être très facile, mais ça peut être extrêmement dur. Extrêmement dur. Quand t'es dans la semoule et que c'est très difficile, là, c'est juste... tout s'éteint, là, c'est fini, ouais. Qu'est-ce qu'il y aurait comme parallèle, pas bateau, que tu puisses faire entre le vélo et la vente? Tout le monde va nous dire, oui, c'est l'équilibre, c'est... Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir qui soit... auquel on ne s'attendrait pas, que tu verrais entre le vélo et la vente? Peut-être les conséquences de ce que tu fais. Quand tu appuies sur la pédale, ça part à une certaine vitesse. Quand tu... Enfin, le vélo est prédictible. Les bonnes ventes, les bons processus de vente le sont aussi. Le sont aussi. Si tu fais les choses bien, c'est assez prédictible finalement. Bon, alors je surenchéris dans ton idée. Il y a un concept de rendement. Combien tu dois mettre en entrée pour avoir sortir un vélo? Combien de watts tu mets à l'entrée sur la pédale pour avoir à la roue arrière sur le sol le meilleur rendement possible? C'est ça aussi un bon processus de vente, un processus qui est du rendement. On perd le moins d'énergie possible. On passe pas du temps sur des deals qu'on devrait perdre. On apprend à... Je suis d'accord avec toi. Je pense que dans la vente, la première question que je me pose quand je vois un client, c'est est-ce que je reste ou est-ce que je pars? C'est ma première question. C'est parce que je lui vends. Et lui aussi se la pose, évidemment. Et surtout, lui, il a envie que tu partes. Mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a quelque chose pour moi ou pas? Parce qu'il n'y a pas pire que de forcer quelque chose qui n'arrivera pas. C'est hyper frustrant. C'est pour ça que je ne crois pas à tous ces POC qui, moi, m'exaspèrent, tous ces proof of concept pour les gens qui ne savent pas ce que ça veut dire, où en fait, on a une relation qui est toxique et viciée entre le client, entre le prospect et le vendeur. Et parce que justement, on ne se pose pas cette question. Je cite Pierre, hein, l'époque c'est de la merde, la célèbre phrase qui vient de notre cher Pierre, au sujet de l'abus qu'il peut y avoir de la part de certains clients sur l'usage d'époque, souvent gratuit évidemment, qui sont parfois des loups, des serpents de mer qu'on n'arrive pas à attraper pour eux. C'est qu'on n'a pas respecté le processus de vente. On n'a pas respecté ce qu'il faut faire dans une vente pour arriver à son objectif. Si on fait ça, le fait de faire une proof of concept, c'est d'une part qu'on n'est pas très sûr de sa proposition de valeur, et qu'on se dit, bah, comme je ne sais pas trop quelle est ma valeur, bah, vas-y, teste-le, dis-moi ce que tu en penses. On peut le comprendre pour une boîte qui démarre. Pas bien. C'est-à-dire que pour moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense que si tu ne sais pas où est ta valeur, cherche-la avant d'essayer de le vendre, hein, sinon ça ne marchera pas. Hein. Donc ça, c'est le premier truc. Ce n'est pas le client qui va te dire, ah, ça c'est bien. Il faut arrêter, ça ne marche pas. Donc ça, j'y crois pas. Donc ça, c'est dire que tu n'es pas confiant avec ta proposition de valeur et que tu laisses le client driver la vente. Il n'y a pas pire. C'est juste la très mauvaise technique. Tu parles d'époque, je parle un petit peu à ta place, mais tu vas me corriger. J'ai l'impression que tu parles plutôt d'époques qui sont mal maîtrisées, parce qu'un POC avec un cadre, un prix, des critères de validation, des contrats, tu vas me dire c'est une mini-vente, mais au final, c'est valable. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a plein de boîtes qui ne pourraient pas avancer ou démarrer avec des grands groupes. Moi, je le vois souvent, et j'ai souvent eu ce dilemme avec des clients, sans avoir de période d'essai, même si elle est payante, parce que les gens ne sont pas tous prêts à s'engager pour des grosses sommes sur un an tout de suite. Qu'est-ce que tu en penses? Que du mal. J'aime pas ça. C'est-à-dire que je trouve que c'est Alors, quelle est l'alternative?
Moi, je pense que l'alternative, c'est de... Enfin, si les gens veulent... D'abord, pour moi, tant qu'un client ne paye pas, il ment. Mais pourquoi les POC, c'est forcément gratuit? Ça peut être payant. Chaque... Oui, mais un POC, si c'est payant, tu vois, encore une fois, c'est pareil. Mais si le POC doit être payant, pourquoi ne pas devenir client en payant la même chose? Parce que souvent, l'entrée dans l'entrée de gamme, enfin le produit d'entrée, le produit d'appel des entreprises, dans le logiciel notamment, c'est des engagements d'1 an qui sont... Tu changes ton engagement. Tu dis, je te permets de m'acheter mon produit avec un engagement plus court, mais tu deviens client. Et là, on a une relation qui est beaucoup plus saine, qui est client-fournisseur, et pas une relation, je suis en train de tester, je vais te prendre tiré par le bout du nez en te faisant croire plein de trucs, et finalement, tu vas jamais y arriver, et je vais essayer d'orienter ta roadmap produit, et puis à la fin, je vais dire, ah ben non, ben tu vois, le mec qui était champion, il est parti, donc tu pourras plus vendre, et puis, ben non, on n'a plus le budget, il est parti, désolé, machin l'a dépensé, et toutes ces histoires horribles que tout le monde connaît. Donc c'est pas sain. Donc si tu veux dépenser de l'argent avec moi, eh bien deviens client. Et je m'adapterai à tes contraintes de budget, parce que je comprends que tu n'as pas tout validé, mais deviens client. Comme ça, moi, je peux dire que j'ai un client. Et du coup, en tant que fournisseur, vendeur, j'ai envie que ça marche, parce que c'est un vrai client. C'est pas un test. Donc j'aime pas les tests, moi. Alors le problème, c'est qu'il faut changer le logiciel de ces grands comptes et que c'est pas facile. Et que quand tu es vendeur, tu n'es pas forcément en position de force. Mais si tu as une vraie valeur, tu es en position de force. C'est pas toujours... Enfin, c'est vrai pour les produits à très forte valeur ajoutée ou les produits de rupture, mais les commodités... Mais les commodités, ils les achètent pas, les grands comptes. Ils te baladent et après ils te disent bah, va jouer aux billes, c'est fini. Donc c'est pas la peine de perdre du temps sur des commodités. Soit tu as un produit qui a une valeur et tu le vends, soit tu n'as pas de valeur et tu peux faire autre chose. Si, non, je sais pas. Regarde, t'achètes des mètres de métal. T'achètes des barres en métal, t'es dans l'industrie métallurgique. C'est de la commodité. Ouais, mais là tu n'as pas de proof of concept, hein, c'est du métal, hein, je suis désolé. C'est bon, tu sais ce que c'est. Hein. C'est vrai. Ou alors, j'ai pas compris. Non, c'est vrai, le cas de Chipoc, en fait, n'a de valeur que ce soit des produits innovants. Évidemment. Qu'on n'a pas l'habitude de tester. Parce que tu vois, le truc important à comprendre, c'est que pour que la preuve que ça fonctionne soit valide, il faut que le client mette de son côté beaucoup d'énergie. Parce que c'est pas que le produit qui marche, c'est l'implantation du produit dans le contexte du client. Donc il faut qu'il mette de l'énergie lui aussi dessus. S'il n'a pas acheté le produit, il va pas la mettre, l'énergie. Il a autre chose à faire, le client. Il faut payer pour s'investir, c'est important. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question du POC, notamment dans le milieu de la tech, parce qu'ils sont très soumis à ça. Nous, ce qu'on a mis en place aussi, c'est dire, OK, on arrête les POC, mais on met des clauses dans le contrat. Le contrat, il s'engage pour 1 an, le client s'engage pour 1 an, mais on met une porte de sortie au bout de 3 mois s'il souhaite. Au bout de 3 mois, il peut décider de dire, OK, on arrête, et il est remboursé au prorata. Et s'il dit rien, ça part sur 1 an. Et donc, ça remplit la même fonction d'un POC qui est de pas trop s'engager, de pouvoir partir si jamais c'est pas utile, mais au moins le deal de base, c'est d'avoir un contrat complet. Et donc tu règles le problème du POC parce que tu dis, bah non, on signe un contrat et on parle plus de peut-être que un jour on essaye, c'est terrible ça. Oui, mais dès que tu rentres dans un contexte légal où tu signes un contrat, c'est que tu es dans un contexte de vente. Ouais. C'est très bien, donc ça c'est parfait. Ouais. Ça parce qu'en fait le POC il a été inventé pour ça, il a été inventé pour, alors, on ne sait pas si c'est pour nous, on a peur de s'engager, les gens ont besoin d'aller de l'avant pour faire connaître leurs nouveaux produits, et donc ils acceptaient ce genre d'accord. Ouais, et puis aussi dans les grands comptes, il y a quand même des départements assez inutiles qu'on appelle innovation, où tu as des gens qui n'ont aucun lien avec les business units, qui donc n'ont aucun lien avec des vrais problèmes, et qui testent des choses décontextuées des problèmes. Ça, c'est absurde. Donc le seul truc qui a une valeur, c'est de dire il y a une business unit qui a un problème, est-ce que tu le règles ou pas? Donc si tu fais un POC qui n'est pas avec une business unit qui a un problème, ça ne marchera jamais. C'est marrant que tu donnes cet exemple, il y a beaucoup de directeurs innovation qui ont ce problème, on le voit sur le marché, désolé pour les directeurs innovation qui nous regardent, mais souvent, ils testent des choses sans use case. Leurs objectifs, ils sont mal fixés parce que je discutais avec beaucoup de directeurs innovation, même CDO, qui disaient en fait, moi, je suis incentivé, mon KPI, c'est le nombre de nouveaux produits que j'ai mis à l'essai. Et donc, il doit montrer qu'il travaille et qu'il cherche des nouveaux use cases en interne et c'est tout. Donc, il va te recevoir, il est content, il va voir ton produit, instant Coca-Cola, waouh, ça fait du gars, ça parle à ma place, super. Sauf qu'en fait, derrière, il n'y a rien. Mais ça, c'est le cas des, entre guillemets, de la fonction, on va dire, innovation digitale qui est mal gérée, mais il y en a une qui, elle, serait plus en lien avec les métiers, qu'aurait un sens et auprès de laquelle on pourrait dépenser du temps. Maintenant, je pense que tu partages mon avis là-dessus. Pour les commerciaux, de manière générale, méfiez-vous. Tout ce qui est direction innovation et direction du digital, ça peut être extrêmement chronophage. Ils ont le temps, ils adorent, ils sont payés pour découvrir le produit, ils ne sont pas payés pour en acheter beaucoup. Il faut faire attention. Et ils n'ont pas de problème. Et ils ont pas de problème. Leur problème, c'est de ne pas avoir assez de nouveaux produits. Donc, faut se méfier. Ouais, c'est un gros piège. C'est pas... Énorme. Ouais. Donc ça, non. Ça, non. On fait attention. Et l'époque, qu'est-ce qu'on fait avec l'époque?
Donne-nous un conseil pour les gens qui se sentent bloqués, qui se sentent obligés de faire des POC. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là? Ben déjà, on peut mettre comme politique déjà de ne pas en faire. Tu vois, c'est déjà un acte fort qui est de dire à un client, ça, on ne sait pas faire. On ne fait pas de POC, ça n'existe pas chez nous. Désolé, c'est notre règle. Vous avez des règles, on en a aussi, c'est celle-là. Par contre, vous avez besoin de prouver la valeur. On va travailler ensemble, il faut acheter. Donc on a un produit qu'on peut vendre, si tu veux, qui permet de tester, par exemple, tu peux faire ça. Mais c'est une vente. Tu as un contrat, tu signes, il y a un chèque, il y a quelque chose qui se passe. Et s'ils ne veulent pas faire ça, ben, tu ne le fais pas. Tu ne perds pas ton temps, tu passes à autre chose. Il faut savoir ne pas perdre de temps sur des trucs qui ne correspondent pas à ce que tu veux faire. En fait, avec le temps, je pense que je paraphrase un peu ce que tu dis, mais le POC est devenu un petit truc pas engageant et pas très grave. Le mot POC est associé à ça dans l'esprit des grands comptes. Et du coup, tu pars avec un billet déjà qui risque de te faire perdre du temps, voire de l'argent, parce qu'évidemment, quand tu fais un POC, tu l'as. Écoute, quand j'ai fait ce post sur LinkedIn qui a été pas mal débattu, qui a fait des centaines de milliers de vues, il y a pas mal de gens qui m'ont appelé. Et il y en a un notamment qui m'a dit, il faut absolument que je te parle, parce que j'ai eu des histoires. Alors je ne dirai pas ni le nom du client, ni le nom de la personne, mais je vais citer l'exemple. L'exemple, c'était quelqu'un qui avait développé une technologie assez particulière dans le domaine de la sécurité, j'en dirai pas plus, et qui avait fait tester par une grande banque, j'en dirai pas plus. Et le test devait durer 3 mois. Pour faire court, il a duré 24 mois. Au milieu, ils ont essayé de lui faire signer un contrat en disant que rapidement, bah, signe ça, on achète. Attends, je vais le lire. Non, non, signe-le. Non, non, je vais le lire. Non, non, signe-le. Ok, lis-le. Et dans la lecture, il y avait toute la propriété intellectuelle passe au client, véridique. Ensuite, quand il s'est aperçu de ça, il a voulu sortir après ces 24 mois de test. Le client n'a pas désinstallé le produit. Il a envoyé des huissiers. Et encore aujourd'hui, parce qu'il est capable de le voir, c'est encore pas installé. Il a des procès avec ce client-là potentiel, qui a essayé ensuite de copier ce qu'il avait fait. Dégueulasse. Ouais. Juste dégueulasse. Et bien, d'histoires comme ça, il y en a plein. Donc, on n'a pas le droit de ne pas se faire respecter quelque... C'est pas parce qu'on est petit qu'on est con, tu vois. On peut être petit et respectable. Et donc, on peut être un petit con aussi. Ou un gros con, tu vois. Donc, pour moi, c'est simplement une question de se faire respecter. Et dans la notion de relation client-fournisseur, il y a une notion, tu me payes mon produit. Voilà, point. Ça, c'est un gros point, je suis content que tu en parles. Il faut que... Je pense qu'il y a 20 ans, il y avait un vrai sujet. Le client avait le dessus, tu avais une relation client-fournisseur. Ce que j'appelle une relation client-fournisseur, c'est moi, je suis client, j'ai le droit de te traiter comme une merde, j'ai le droit de te faire rentrer dans mon bureau, d'enlever la chaise pour te mettre mal à l'aise et voir comment tu réagis, j'ai le droit de te faire des crasses comme ça. En 2024, c'est fini, ça n'existe plus. Même en tant que commercial, il ne faut plus accepter ça. Toi, si le mec il t'achète un truc, c'est qu'il en a besoin, c'est qu'il y trouve son intérêt, c'est qu'il trouve que c'est mieux que ce qu'il a actuellement. Exactement. La relation, elle doit être d'égal à égal. Pas un au-dessus de l'autre, mais d'égal à égal. Et si vous rentrez dans des relations où il y a des clients qui essayent de partir sur ce truc à l'ancienne, rappelez-vous que vous avez le droit de refuser cette dynamique-là. Je pense que ça, c'est important de se le dire. Et pour le refuser, il faut vendre de la valeur. Ouais. C'est-à-dire que si tu amènes de la valeur à quelqu'un et que tu lui rappelles la valeur que tu amènes, tout d'un coup, tu te repositionnes d'égal à égal et c'est hyper important. Si tu n'as pas de valeur, eh ben, tu vas te faire manger. Plus t'en as, plus t'es en position de force. Mais je pense voilà, il y a des produits où il y a de l'innovation de rupture, où tu es vraiment en position de force. Il y a des produits où c'est un petit peu plus compliqué, où tu es plus proche. Je vais encore utiliser des anglicismes, mais d'un nice to have que d'un must-have. C'est pas parce que t'es pas un must-have que t'as pas ta raison d'être, je pense, sur le marché. Tu as raison. Par contre, prépare-toi à galérer un petit peu plus, quoi. Ben, clairement. Ouais. Tout le but, c'est de devenir un must-have, on est bien d'accord. Ça, c'est le Graal. Ouais. On passe à la carte d'après. Allez. Il nous en reste 2. Tu as le droit à la cible. En l'air ou en bas, ou une cible. Je prends la cible. Tu prends la cible. Tiens, alors, la cible, c'est un dilemme que j'aimerais te partager. Je pense que voilà, la réponse, elle est complexe. Est-ce qu'il vaut mieux parler aux utilisateurs ou aux décideurs? Ok, c'est une bonne question. Je pense que c'est une question qui est relativement culturelle. Je m'explique. Si tu es aux États-Unis, il vaut mieux parler aux décideurs. Parce qu'on est dans un système décisionnel très différent du nôtre, où en fait, on décide très vite et on met du temps à implémenter. On met du temps à convaincre les utilisateurs une fois qu'on a décidé et acheté le produit. En France, c'est l'inverse. On crée un consensus, souvent beaucoup trop long, trop compliqué, des fois qui n'aboutit pas. Mais une fois que le consensus a été acquis, que le produit a été acheté, l'implémentation est beaucoup plus souple et beaucoup plus rapide. Donc c'est culturel. Donc si j'étais en France, je pense que je parlerais pas mal aux utilisateurs, sans oublier bien évidemment le décideur, parce qu'ils sont très impliqués dans le consensus décisionnel. Oui. Maintenant, il faut parler aux décideurs en tout début pour comprendre si possiblement il y a un deal. Est-ce que tu as les sous? Est-ce que tu as envie d'écouter ce qu'ils ont à dire?
Est-ce que tu vois, c'est quand même la base, il faut quand même fixer le cadre en disant, voilà ce qu'on a envie de faire avec ton entreprise, voilà le problème qu'on veut résoudre avec eux. Est-ce que si on y arrive, dans ce contexte-là, tu es prêt à payer, tu as un budget, tu es prêt à faire des choses. Il faut quand même qu'ils disent oui à ça. À partir du moment où il a dit oui à ça, on peut travailler avec l'utilisateur. Mais si on travaille avec l'utilisateur en espérant que ça va remonter vers le décideur et qu'éventuellement il y aura un budget, là c'est super risqué C'est honnêtement. le maxi piège. C'est le maxi piège. Le seul qui peut dire oui, c'est le décideur. Et l'utilisateur, il faut lui parler pour créer le consensus et puis aussi maximiser l'adoption parce qu'après, tu as une boîte SaaS, un logiciel, son vecteur de croissance numéro un, c'est quand même la diminution du churn. Si tu regardes à terme, quoi, à maturité, Mhm. l'utilisateur il est très dangereux parce qu'il peut pas dire oui, mais il peut dire non. Il peut décider, bon, on coupe tout non, et puis parlez pas à mon boss, c'est pas la peine. Et là, tu te retrouves bloqué. J'ai des commerciaux qui débarquent, qui disent oui, il m'a interdit de parler à son boss, mais j'en ai besoin pour savoir, etc. Et t'es dans une situation qui est infernale. Et du coup, si je résume ta pensée, c'est parle au décideur pour valider que la voie est libre. Il y a une urgence potentielle, il y a un timing, il y a un budget, et on est prêt. Et ensuite, va voir les utilisateurs, donne-leur ce qu'ils veulent pour montrer qu'il y a des usages possibles et que leur vie va être meilleure avec ton produit. Puis ensuite, tu reboucles par les décideurs. Ça, Sachant, c'est la théorie. sachant que ce qui se passe en règle générale, c'est qu'un utilisateur te contacte en disant j'ai vu ton produit Quentin, ça a l'air cool, est-ce qu'on peut se voir? Donc tu vas le voir, tu travailles, tu qualifies avec lui. Et deuxième, la question qui sort de ce premier rendez-vous, c'est qui décide, parce que je veux le rencontrer avant qu'on aille plus loin. Voilà. Tu Et dis j'ai, comme ça, toi? ouais, comme ça. Et j'ai juste deux questions à lui poser parce que je veux pas que tu perdes ton temps ni moi. C'est est-ce qu'il a les sous pour autant que ça marche? Est-ce qu'il est d'accord avec toi pour régler ce problème-là? Et s'il me dit oui à ça, on bosse. Ouais, ok, Pierre, je comprends, vous voulez parler à mon boss, mais bon, là, c'est moi qui m'occupe de tout ça, je lui transmettrai les trucs, donc posez-moi vos questions. C'est toi qui paye? C'est toi qui fais le chèque? Non, non, mais il m'a demandé de tout remonter, donc, Non, mais moi, je suis désolé, moi, je comprends que tu vas remonter le truc, mais tant que j'ai pas l'aval de celui qui fait le chèque, je le fais pas. ça, ce serait ta réponse. Ouais. Ok. Ce serait ma réponse. Je le fais pas parce que je crois pas qu'on va arriver à travailler ensemble, simplement parce que ça m'est arrivé plein de fois, des systèmes exactement comme les tiens, où j'ai travaillé avec des utilisateurs et quand c'est remonté, ça n'a pas été validé. Et j'ai pas envie que tu perdes ton temps et que moi je perde mon temps. Parce que Et du tu coup, mets des tu vas nouveaux- être frustré toi et moi, je vais être frustré. Et si c'est pas possible de voir le décideur, ben tant pis. Tu coupes à chaque fois. Ouais. Ok. Et c'est ça, se faire respecter. C'est pas être mal poli avec les gens, c'est de dire tu as des règles, moi aussi. Ouais, mais je pense qu'il y a. Enfin, moi, ce que je constate, c'est que quand même, en fonction de à quel point tu es en position de force, tu peux ou ne pas faire ce truc-là, et ne pas le faire parfois, c'est-à-dire accepter d'avancer un peu à l'aveugle, ce qui est extrêmement dangereux, hein, je suis d'accord avec toi. Ça peut te permettre de gagner des deals que tu n'aurais pas gagné parce que si t'es pas assez gros, si t'as pas réussi à faire tes preuves, si t'as pas accédé à la possibilité de faire tes preuves, tu gagnes pas le deal et comme personne te connaît sur le marché ou que tu es un nice to have, on revient à cette question de la valeur, bah, ça peut être compliqué. Salesforce le fait. Je sais pas si c'est toujours vrai, mais moi je me souviens d'un cycle de vente avec Salesforce où à un moment donné ils ont dit bah, moi si je parle pas à ton directeur commercial, on peut plus continuer, ça s'arrête. Mais t'es Salesforce quoi. Le mec te veut, il a tout validé. Est-ce que une petite boîte qui vient de lancer un produit, qui a un Mais, côté mais ça n'a rien de dramatique de demander ça. Ça peut être un email aussi. Bonjour monsieur, voilà ce qui se passe. Est-ce que vous êtes d'accord pour que je continue à travailler avec votre employé machin sur tel sujet, etc. C'est tout, ça peut être ça. Et tu Mais le au fais. moins tu le mets dans la boucle. Il ne peut pas nier qu'il n'a pas été au courant. Et pour autant qu'il soit un vrai décideur, s'il ne veut pas l'acheter ton produit, il va te le dire. Tout de suite, il va te dire, ben non, ne travaille pas avec la personne en dessous parce que j'ai pas de budget et puis j'ai pas envie d'acheter ça. Imagine que l'utilisateur il te dit non, parlez pas à mon boss. Tu serais capable de le faire quand même? Et si oui, comment? Ah non, s'il veut pas que je parle à son boss, je vais pas forcément le bypasser parce que je vais pas me mettre à mal avec celui qui est mon champion. Eh oui, Donc ça, je le fais pas. c'est ça. J'arrête. Donc, Je m'en vais. Ouais, j'arrête. Non, je mets pas, je vais pas être, je suis pas dans le genre de bypasser les gens. Je suis dans le genre d'impliquer toutes les bonnes énergies pour que ça marche. Et si la personne ne veut pas impliquer la bonne énergie, ben pour moi, ça marchera pas. Donc, j'ai aucune raison de continuer, quoi. C'est pas de la mauvaise volonté, c'est que juste, j'ai pas envie de perdre mon temps, quoi. Je travaille dans l'intérêt de mon entreprise. Non, non, moi je te rejoins, c'est parfaitement justifié. Mais ça revient avec, ta capacité à avoir trouvé le problème, voir à quel point ça fait mal et que tu as une vraie solution derrière. Parce que si tu pas ces deux choses, très vite. Bah, du coup, ça te permet d'avoir une discussion avec l'utilisateur qui est extrêmement utile. Parce que tu sais que tu vas devoir valider avec le décisionnaire. Donc tu vas dire, OK, qu'est-ce que je lui dis? Qu'est-ce qu'on essaie de faire là? Quel est le problème que lui peut reconnaître qu'il aurait envie de résoudre? Dis-moi. Et que tu penses que je peux aider. Du coup, ça permet de qualifier les choses de manière beaucoup plus intelligente. Tout ça, Ouais. c'est lié. Je pense que c'est proportionnel à la criticité de l'achat, ta capacité à faire ça. Tu m'as convaincu sur les produits à forte valeur ajoutée. Enfin, de toute façon, c'est une pratique qu'on propose, mais je pense que, là, par exemple, tu vends je prends cet exemple parce qu'on le vit en ce moment, tu vends des espaces de bureau. C'est une commodité.
Si à un moment donné, tu parles à l'office manager qui va choisir les prochains bureaux et qu'elle te dit non, tu parles pas à mon boss, et que toi tu vends du bureau et tu dis tant pis, tu perds le deal. Tu perds le deal. Je l'ai vu, tu perds le deal. Donc, ouais, je Ouais. pense que ça marche très bien quand t'as tes must-have. Bah, tu perds le deal parce que peut-être que le décisionnaire dans ce contexte-là, c'est l'office manager. Et pas celui qui fait le chèque. Celui qui fait le chèque, c'est juste peut-être non pas le décideur, mais le payeur. Ouais. Et que le décideur, c'est peut-être l'office manager. C'est peut-être une mauvaise qualification. Donc en fait, si tu veux, il faut toujours parler au décideur. Alors, mais tout le monde a envie, bien Et sûr. le décideur et le payeur sont peut-être pas les mêmes. Ou sont peut-être les mêmes. Mais il faut toujours parler au décideur. Dernière carte, Le pouce. c'est un pouce. Alors, c'est un pouce, t'as le droit de le voir dans le sens que tu veux. Moi, je suis toujours un optimiste. C'est vrai? Ouais. Ok. Donc, pouce en l'air pour quelque chose de positif. Quelle est pour toi la réputation qu'ont les commerciaux qui est justifiée et dont on ne parle pas assez sur les qualités d'un commercial et pourquoi c'est un super métier? Alors pourquoi c'est un super métier? Parce qu'il y a des hauts et des bas déjà. C'est-à-dire que si tu n'es... Tu vois, moi j'ai toujours été... j'aime bien la tension haute et la tension basse. J'aime pas être au milieu. Ok. Je m'emmerde. C'est pour ça que tu fais du vélo, je fais du vélo et tout ça. Et donc, commercial, c'est ça. C'est-à-dire que tu as des moments d'exaltation et des moments de déprime, quoi. Entrepreneur, c'est ça aussi au passage. Et comme je suis capable de prendre la tension haute et basse assez facilement, commercial, ça me correspondait assez bien. Après, c'est très créatif. Les gens ne s'imaginent pas à quel point c'est créatif. Parce que chaque deal est différent et chaque stratégie de conquête de deal est différente. Et donc, c'est que de la strat en disant, OK, comment je vais construire mon deal? Tu vois, moi, j'avais écrit dans mon fameux bouquin là, en question que personne ne lira jamais, j'avais écrit une théorie qui est en fait, la façon dont je l'imagine, c'est quand tu fais un deal, il y a des boîtes que tu dois remplir. Tu vois, la boîte, pourquoi c'est bien pour le business? Qui sont les acteurs? Quelles sont leurs douleurs? Quelle est la médecine que tu proposes? Quelle est la valeur? Quelle est la timeline? Et en tant que commercial, ce que tu fais, c'est que tu sais que tu as ces boîtes à remplir, et quand tu les auras plus ou moins remplies, tu vas comprendre ton deal. Et donc quand tu vas voir les gens, tu leur poses des questions et tu prends des bouts des réponses et tu les mets dans les boîtes. Et quand tu as suffisamment de réponses dans les boîtes, tu ouvres les boîtes et tu dis maintenant je vais construire un deal. Et c'est ça, c'est intéressant parce que c'est assez stratégique comme exercice. Donc moi, je trouvais ça vachement intéressant. Après, tu vois des gens qui sont... généralement, les vendeurs, c'est des gens sympas. Des gens qui ont des trucs, ils sont un peu passionnés par plein de trucs, un peu exaltés, donc j'aime bien aussi. Ça me correspondait assez bien donc, dans l'esprit. Moi, j'ai eu toujours des très bons fits avec ces gens-là. Puis ça paye. Tu vois, à un moment donné, tu fais vendeur, il faut aimer gagner de l'argent. Ouais. Si tu n'aimes pas gagner de l'argent, c'est pas bon. Hein. Moi, un vendeur, quand je recrutais des gens, au vendeur, je lui demandais, tu veux gagner de l'argent? S'il me disait, oh, pour moi, c'est fini. Hein. C'est important de vouloir gagner de l'argent quand tu es vendeur, parce que c'est un peu un driver quand même. Tu sais, il y a trois moteurs dans l'humain. Tu as le pouvoir, la reconnaissance et l'argent. Ouais. C'est les trois moteurs qui font qu'on fait quelque chose. Il y en a toujours un des trois qui est dominant. Tu as toujours un peu les trois, mais il y en a toujours un des trois qui est dominant. Si tu es un politicien, c'est le pouvoir. Si tu es un artiste, c'est la reconnaissance. Et si tu es un vendeur, il faut que ce soit le pognon, sinon ça ne marche pas. Tu vois, donc ça, pour moi, c'était important. Il paraît que c'est d'ailleurs dans cette petite espèce de triptyque dont tu parles, il y a un peu une hiérarchie. D'abord, tu veux la reconnaissance, quand tu l'as, tu veux l'argent, et quand tu as l'argent, tu veux le pouvoir. Ouais, moi, quand j'étais vendeur, je voulais gagner des sous, moi. Tu vois, ça m'allait bien. C'est marrant parce que bon, les salaires des commerciaux ces dernières années, ils ont décollé et c'est plus rare de voir tu vois, des commerciaux. Enfin, un commercial à plus de 100 000 euros à Paris aujourd'hui, c'est pas du tout rare. Il y en a Mmh. plein. Plus de 200 000, on le voit de plus en plus. Euh, A contrario, il y a aussi de plus en plus de boîtes qui mettent plus d'objectifs à leurs commerciaux, qui les payent au fixe uniquement en utilisant leur envie de développer, leur envie intrinsèque de développer la boîte. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, que du mal. Que du mal, ça ne marche pas. Je veux dire, t'as pas un bon commercial s'il n'a pas envie de performer et d'être payé sur sa performance. C'est la nature du truc, quoi. Et donc, pour moi, ça ne marche pas. Et un commercial qui qui fait tourner la boîte, ça vaut de l'or. Ça se paye cher. C'est vraiment important, c'est vital comme individu. Tout comme Google est capable de payer des ingénieurs à 1 million par an. Ouais. Parce qu'ils amènent une valeur extraordinaire. Un commercial qui ramène 5 millions par an à une boîte, il a une valeur extraordinaire. Donc ça vaut cher. Absolument, c'est justifié. Après, tu es prêt à le contre-argument des gens qui disent oui, mais s'il n'y a pas les gens du produit pour faire le produit, s'il n'y a pas les gens du marketing, donc tout le monde devrait avoir un bon salaire et tout. Moi, à la fin, ma vision là-dessus, c'est que c'est un marché. Il y a une offre et une demande, et si ça a été structuré comme ça, c'est que Puis il y a des bons, des moins bons et des très bons. Et voilà. Et il y a puis beaucoup de moins bons. et les très bons se payent cher et les moins bons, bah, ils n'ont pas de commission parce qu'ils sont moins bons. On a couvert quand même pas mal de sujets. Tu nous as parlé de ton expérience, tu nous as donné plein d'histoires sur la vente.
Mais t'as pas fait que ça, hein. T'as monté des boîtes aussi. T'as monté une boîte qui était un jeu de plateau. T'avais cette boîte dans le code aussi que t'as monté. C'est quoi son nom de cette boîte? Le nom de la boîte, c'est Cast. T'avais Casque que t'as revendu, je crois. Non, on est rentré en bourse. Et ensuite, je suis parti, je me suis séparé de mon associé. Et lui, il a continué, il existe encore. Et donc ensuite, t'as monté ce fonds, Refiners, avec Carlos Diaz à San Francisco. Et Géraldine, ouais. Et Géraldine Lemeur. Mhm. Donc il y avait Géraldine Lemeur, Carlos Diaz et toi. Oui. Vous avez cofondé Refiners. Oui. Donc vous étiez des boîtes européennes à s'importer. Des boîtes non américaines à venir sur le territoire américain. Ouais. Ouais. Vos LPs étaient. Donc les LPs, c'est des gens qui mettent de l'argent dans un fonds d'investissement, c'est des investisseurs du fonds d'investissement. C'est ça, on investit leurs Qui sous. étaient américains. Beaucoup de Français, des Européens et quelques Américains. D'accord. Là, tu as vu encore un gros paquet d'entreprises, les problèmes et les bonnes pratiques d'ailleurs qu'ils ont, Mhm. qu'ils utilisaient, pardon. Et maintenant, ton projet, c'est plus un projet, c'est ton entreprise maintenant, c'est 34 éléments qui visent à aider les entrepreneurs sur leur route du coup vers le succès, vers le développement. Est-ce que tu peux nous en parler? Je peux t'en parler. 34 éléments, l'idée c'est que quand je suis revenu des États-Unis, moi j'ai vécu 17 ans aux États-Unis, et dans la Silicon Valley, donc tu es au milieu du réacteur et tu apprends des tonnes de choses parce que c'est là où on a le plus expérimenté, et qu'une start-up ça a été pendant très longtemps expérimental avant qu'on crée des recettes de cuisine. Je te prends un exemple, des gens qui ont une communauté de 100 millions une audience de 100 millions, par exemple, de personnes, c'est que là-bas que tu les trouves. Hein. Et donc tu apprends à gérer des audiences de 100 millions de personnes. Donc c'était hyper intéressant parce que justement, en plus, les Américains ont cette capacité qu'on n'a pas, nous, en France, qui est de dire on partage le savoir. Dès que tu as appris quelque chose, tu l'écris et tu le partages en disant ça marche. Alors que nous, dès qu'on a du savoir, on le garde pour soi en disant waouh, t'as vu, je suis meilleur que toi. Hein. Et ça, c'est une énorme connerie parce qu'en fait, c'est en montant les gens en compétences autour de soi que son écosystème monte en compétences et qu'on monte avec l'écosystème. Donc ça, je ferme la parenthèse. Donc oui, j'ai travaillé là-bas et quand je suis revenu ici, je me suis aperçu, je sais que je vais être clivant, mais qu'il y avait beaucoup de charlatans et de guignols et de clowns qui conseillaient les entrepreneurs et qui étaient, de mon point de vue, très toxiques. Pourquoi toxique? Toxiques parce qu'ils leur disaient exactement ce qui allait les tuer. Ils leur faisaient faire ce qui allait les tuer. Et donc je me suis dit, sur la base de probablement peu d'expertise, pas de vraie compréhension de ce qu'ils racontaient, ils avaient lu quelques trucs sur un coin de table, ils disaient, bah, ça y est, je conseille maintenant. Pourquoi ils marchent ces gens-là? C'est un vrai phénomène, on le dit. Là, on est sur une chaîne YouTube. Sur YouTube, il y a énormément. L'avantage et l'inconvénient de YouTube, c'est que n'importe qui peut prendre la parole, se construire une grosse audience et diffuser un message, qu'il soit bon ou mauvais. C'est un porte-voix énorme. Comment t'expliques que ces gens qui n'ont pas forcément d'expertise prennent une position de conseil dans l'exemple que tu donnes, notamment pour aider les entrepreneurs, et marchent? Alors, il y a un manque d'expertise et une toxicité dont tu parles. La plupart sont des crève-la-faim, déjà, donc tout le monde ne marche pas, il y a très peu de trucs qui marchent. Ce qui est étonnant pour moi, c'est de ne pas comprendre l'impact. Je te prends un exemple que tu vas comprendre. Si demain tu vas apprendre le deltaplane, ok ? Tu montes sur un deltaplane, si je t'apprends mal à faire du deltaplane, la conséquence c'est que tu es mort. Comme tu sais que la conséquence c'est que tu vas mourir, tu te dis bah, je vais prendre quelqu'un qui sait vraiment faire du deltaplane. Tu n'aurais pas idée de te dire je vais apprendre le deltaplane sur YouTube. Ouais. Pas possible. Tu vas aller voir quelqu'un, tu vas dire écoute, explique-moi. Il va dire tu vois le nuage qui est là Je ne vais pas te dire pourquoi, mais il ne va pas dedans parce que moi je l'ai déjà fait une fois, ça a été terrible, etc. Il va te donner des vrais conseils liés à l'expérience qu'il a. C'est quoi l'expertise? C'est transformer l'expérience et c'est digérer son expérience pour la transformer en expertise. C'est quelque chose que tu peux redonner à quelqu'un pour qu'il le comprenne. Mais ça part de l'expérience. Un entrepreneur, c'est d'abord une expérience que tu peux après transformer en expertise. Mais ce n'est jamais une expertise acquise sur des livres. Donc pourquoi est-ce qu'ils ne se rendent pas compte du fait que ce qu'ils racontent est toxique? Parce que d'abord, ils n'ont jamais vécu cette expérience, donc ils ne savent pas que c'est faux, malgré eux. Mais Quand tu dis eux, tu parles des clients de ces gens? Non, je parle des conseils. Ah, tu parles des conseils. Et le pire, c'est qu'ils ne se rendent pas compte que ce qu'ils disent va tuer la boîte. Et de l'autre côté, on a les entrepreneurs qui sont un peu verts, c'est normal. Il y a des primo-entrepreneurs, même un peu expérimentés, et qui se disent « cette personne semble de bonne foi, donc je vais l'écouter ». Qu'est-ce qui se passe dans l'écosystème? Tu as énormément de gens qui ont écouté ces gens-là, et qui disent « mais c'est des guignols, je me suis fait avoir, j'ai perdu mon temps, j'ai perdu mon argent, etc. » Et qui donc se disent « c'est tous des guignols ». Ça, c'est la difficulté de mon métier. C'est de dire, moi, je suis peut-être pas un guignol. Mais les gens ne me connaissent pas. C'est pour ça que j'ai créé beaucoup de contenu. Donc, 34 éléments, c'est quoi? C'est de dire, aujourd'hui, quand on crée une entreprise, il y a des choses qui sont au niveau de l'expérimentation, mais pas que. C'est-à-dire que quand tu veux apprendre quelque chose, tu as 3 méthodes. La transmission,
l'expérimentation et le feedback. Ok. Que font les entrepreneurs? Ils expérimentent. J'ai une idée, je fais un produit. C'est ce qui est le plus cher. Il n'est pas plus cher que de faire un produit. Et après, ils se disent, deuxième méthode, je vais demander une feedback client. En disant, j'ai expérimenté, qu'est-ce que tu en penses? Deuxième connerie. Et après, quand ils sont vraiment dans la merde, ils se disent, attends, je vais peut-être demander à quelqu'un qui sait. La transmission. Ma théorie, c'est qu'il vaut mieux d'abord apprendre de théories qui sont valides et qui fonctionnent, de gens qui savent, il faut les trouver. Ensuite, on expérimente, et ensuite, on demande un feedback, dans cet ordre-là. Donc ce que j'ai voulu faire, c'est créer quelque chose où en fait on réfléchit à son projet, à sa boîte, de manière différente. Donc moi, les typologies de gens qui viennent chez moi, des gens qui ont un produit, qui ont des clients, qui ont une équipe, et qui commencent à douter. Quand tu dis un produit, c'est un produit au sens, ils ont quelque chose qu'ils vendent ou c'est Oui. un produit? Non, ils ont un produit au sens... Physique ou au sens... Non, qui vendent. Ils ont un truc qui vendent. Ça peut être un service. Un logiciel. C'est plutôt du produit logiciel plutôt que du service. Et donc là, moi, ce que je fais, c'est que je fais une introspection. Tu vois, si on voit souvent sur l'Internet des magiciens. Il n'y a que des magiciens. Tu as un problème, viens chez moi, bim, un coup de baguette magique. Dans 60 jours. Exactement, ou même mieux, tu peux faire 1 million d'ARR en 3 mois. Ouais. Donc là, c'est formidable. Donc ça. ça, c'est scandaleux, personne n'y croit. Donc pour moi, si tu veux, être entrepreneur, c'est difficile. Faire une start-up qui réussit, c'est difficile. Donc il faut respecter l'entrepreneur dans la difficulté qu'il a à réussir ce qu'il est en train de faire. Il n'y a pas de choses simples, il n'y a pas de choses évidentes. Les gens qui sont entrepreneurs, ce n'est pas des idiots. Et s'ils n'y arrivent pas, ce n'est pas parce qu'ils sont idiots, c'est parce que c'est difficile. Donc moi, ma théorie, c'est de dire, pour sortir de cette difficulté, il faut faire une vraie introspection sur plein de choses, pour prendre conscience de qu'est-ce qu'on est en train de construire et qu'est-ce qui pourrait aller mal. Et il y a beaucoup de causalités qui sont reliées. Si tu veux, si un jour tu vends mal ton produit, pour parler à la vente, ça peut être ton produit qui est pourri, ton prix qui est trop cher, ton vendeur qui est naze, ta cible qui n'est pas la bonne, ton positionnement qui n'est pas clair. Donc il y a des causalités multiples. Donc c'est en comprenant tout ça que tu finis par comprendre qu'est-ce qui pourrait être la cause du problème que tu as. Et commencer à imaginer des solutions qui permettent de réparer tout ça. C'est ça que je fais. Donc je sors les entrepreneurs du produit, on réfléchit à tout le reste, et ce que j'exprime, c'est une méthodologie qui vient de toute mon expérience et ce que j'ai pu apprendre en Silicon Valley, et que j'ai un peu transformé pour la rendre pragmatique. Parce que le problème de la transmission, c'est qu'elle est souvent théorique. Moi, c'est hyper pragmatique, c'est-à-dire que tu sors de là, les boîtes changent leurs produits, leur business model, leurs équipes, changent tout. Parce qu'elles comprennent des choses, c'est transformatif. Et si c'est pas transformatif, je le fais pas, parce que j'ai pas envie de faire un truc pour faire de l'académique, je suis pas prof. Voilà, c'est ça que je fais. Et donc, tu t'adresses à des personnes qui ont déjà leur produit, qui ont commencé à faire du chiffre d'affaires et qui veulent aller plus loin, passer l'étape d'après. Quel est le format? Le format, c'est un format, ce que j'appelle de la pédagogie inversée. D'accord. C'est-à-dire, je ne crois pas aux masterclass, Ok. où je viens, je t'explique la vie, et puis ça y est, tu deviens mon disciple. Moi, l'idée, c'est de dire, voilà, je te pose un problème, je te pose des questions qui me paraissent des bonnes questions que tu t'es peut-être pas posées, et je te dis comment moi j'y réfléchis. Donc la méthode, c'est, je pose 10 questions assez importantes. Par exemple, comment on positionne un produit, comment on segmente un marché pour définir une stratégie de croissance, comment on construit une stratégie de go-to-market, etc. Ce genre de questions. Et je te dis comment moi j'y réfléchis. Donc le premier truc, c'est pendant 30 minutes, je te dis voilà la question que je pose et voilà comment moi j'y réfléchis. Et à l'issue de ça, je te donne un truc à faire, parce que comme c'est pratico-pratique, il faut le faire. Et le lendemain, pendant 15 minutes, tu vas me dire, écoute Pierre, j'en suis là, voilà ce que tu m'as demandé, et là, je vais t'aider à réfléchir plus vite. Comme j'ai vu plein de trucs, je te dis, ça c'est pas mal, tire la ficelle, c'est pas mal, ça tu n'arriveras pas là-dessus, oublie, ça c'est pas mal, creuse, etc. Et donc ça va t'aider à réfléchir beaucoup plus vite, mais le truc important, c'est que les réponses, elles viennent de toi, elles viennent pas de moi. Tous les gens qui donnent des conseils, si un entrepreneur voit un type qui arrive un jour en disant, ou une nana qui dit, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire, foutez le camp en courant. Parce que c'est en fait les réponses, elles ne peuvent venir que de toi. Parce que c'est parce que ça vient de toi que tu vas agir. Donc j'essaie d'extraire des réponses de toi. Et ensuite, le lendemain, tu présentes à tous les autres qui sont dans le bootcamp ce que tu as fait, pour que tu puisses apprendre d'autres entrepreneurs sur les mêmes problématiques, comment eux raisonnent. Et ensuite, j'ouvre la méthodologie numéro 2 de 30 minutes. Donc tu as des sections de 1 heure et des sections de 15 minutes. Donc voilà comment ça fonctionne. Et ça dure 1 mois. Et en 1 mois, on tombe les 10 sujets. Et à la fin, tu n'as pas réponse à tout, parce qu'il n'y a pas de magie. Mais tu as compris l'importance des questions. Tu as commencé un embryon de réponse. Pour certains, tu as trouvé des réponses. Pour d'autres, pas. Tu sais que tu as du travail. Mais c'est ça que tu devrais faire en tant qu'entrepreneur. C'est pas de développer un produit. D'accord. Donc c'est quand tu inverses les 3 manières d'avancer et que tu commences par la transmission.
L'expérimentation et le feedback. Je suis d'accord. Et quelle serait la métrique sur laquelle les personnes qui bossent avec toi pourraient mesurer le changement après avoir fait ce bootcamp d'un mois? Ben, la métrique, c'est qu'ils vont changer de trajectoire. Alors là, il n'y a pas de métrique en 3 mois, vous allez machin. La trajectoire, c'est quoi? C'est de trouver la trajectoire vers le product market fit. Tant que tu l'as pas, c'est très dur de vendre. Comment tu sais que tu l'as? C'est très simple. Ça a été décrit par Marc Andreessen de Easy 16, qui disait en fait, le product market fit, les gens confondent ça avec le product fit. J'explique. Le product fit, c'est quand tu commences à avoir des clients qui adorent ce que tu fais. Waouh, génial ton produit, j'utilise tous les jours, c'est super. Ça, c'est un product fit. C'est-à-dire que tu as trouvé quelques clients qui trouvent génial et qui achètent ton produit et qui sont contents. Product fit. Le product market fit, c'est quand tout part en vrille. C'est-à-dire qu'il y a tellement de demandes du marché que tes vendeurs n'arrivent plus à suivre, que ton développement te dit arrête tout, là, on n'y arrive plus, là, il faut embaucher, que ton customer service explose. Et ça, théoriquement, ce product market fit, quand il y a tu vois, le hockey stick qui commence et que tout le monde te demande un truc, c'est généralement en fin de seed. Et c'est là où tu fais une série A. Et le montant, l'objet de la série A, il y a 2 objectifs. Le premier, c'est de donner de l'argent pour gérer ce product market fit et te structurer pour pouvoir le gérer. Et 2, c'est de trouver ton engin de croissance pour faire une série B. C'est à ça que ça sert. Mais si tu veux, typiquement, un product market fit, c'est quand tout est en train de péter. Donc tu le sens. Tu le vois venir, à un moment, tu te dis, oulala, qu'est-ce qui se passe là? Le téléphone est en train de sonner, j'ai plein de demandes, j'ai des downloads dans tous les sens, mes vendeurs sont en train de me gueuler dessus, mes développeurs n'arrivent plus à suivre. Ça, c'est un product market fit. C'est un bon problème. Hein. Là, c'est un problème qu'on aimerait tous avoir. La difficulté, je trouve, avec le product market fit, c'est que souvent, on en a une vision un petit peu manichéenne, comme si on l'avait ou on l'avait pas, alors que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'affine dans le temps, et une boîte qui n'aurait pas le hockey stick, il n'y a pas tous les jours des boîtes qui font 15-30% de croissance par mois, bah, ça voudrait dire qu'on a raté quelque chose. Alors que je pense qu'il y a des product market fit, il y a des product market fit exceptionnels. C'est le cas d'un Uber ou d'un Airbnb qui a trouvé son marché. Et là, je pense ils savent ce que c'est le hockey stick et l'attraction. Hockey stick, donc c'est parce que ça a une forme je sais plus comment ça s'appelle. D'exponentiel, à un moment donné, tout est en train d'exploser. De C'est ça que je cherche. stick de hockey, stick. De hockey, ouais, Je sais pas comment on dit en français, bâton de hockey, ouais. Enfin, le truc pour marquer avec. Ouais. Voilà. Le hockey. Et c'est une courbe qui a cette forme-là. Et qui est l'exponentielle dont tout le monde rêve en termes de croissance d'entreprise. Et du coup, il y a plein de boîtes magnifiques qui font ne serait-ce que, ce qui est déjà énorme, hein, quand je dis 100% de croissance par an, comme si c'était pas beaucoup, mais c'est déjà énorme, qui peuvent sûrement affiner leur product market fit, mais qu'en ont un. Et moi, je vois plutôt comme ça, comme d'une valeur de 0 à 1. 0, c'est je vends de la glace à des Esquimaux, c'est 0 du product market fit. Et 1, c'est je suis Airbnb, c'est le truc évident, je vends la seule bouteille d'eau du désert à 10 km à la ronde pour les touristes assoiffés. Ça, c'est mon top product market fit. Et j'ai plutôt une vision nuance de cette chose-là. Comment toi, tu te positionnes par rapport à ça? Et quel signal? Comment tu sais, ok, c'est bon, t'as ce qu'il faut, avance, ou non, tu dois... Alors, moi, j'ai pas une vision nuancée. C'est-à-dire que le product market fit, c'est vraiment quand le truc est en train d'exploser. C'est la définition. On peut ne pas être d'accord avec la définition, mais c'est ce qui est présenté comme étant le product market fit. Truc important à comprendre, c'est qu'on peut l'avoir et le perdre. Ça, les gens ne se rendent pas compte. Exemple, il y a le Covid qui arrive, et il y a plein de boîtes qui se sont dit « Ouh là là, mon business est mort ». Et ils avaient le product market fit. Et à l'inverse... Elles se montent dans le Covid. Exactement, et elles trouvent leur product market fit. Donc, si tu veux, le product market fit, c'est un truc qui est fragile. Il ne faut pas se dire, parce que je l'ai atteint, c'est pour toujours. Tu l'as atteint, mais tu peux le perdre. Tu peux avoir un concurrent qui arrive et qui t'enlève tout. Tu peux avoir un événement, on va dire, méta, comme le Covid par exemple, qui arrive et qui t'enlève tout. Donc c'est une situation qui est temporaire. Donc ça, il faut le comprendre. Mais typiquement, le product market fit, c'est quand tout est en train d'exploser. Alors si tu n'as pas une explosion de plus 30% par mois, que tu l'as de plus 5% par mois, c'est quand même à ton niveau, en fonction de ta taille de marché, etc., une forme d'explosion. Tu peux le sentir comme ça, si tu veux, avec un peu de nuance. C'est relatif. Mais c'est quand même une explosion. C'est quand même, typiquement, moi je dirais, en fait, c'est le moment où en fait avoir un client, ça devient facile. Ouais. Tu vois, quand un client est difficile, que tu es en train de ramer pour avoir le client, tu n'y es pas. Quand le client vient à toi et que finalement la vente se fait facilement, tu commences à y être. Et donc toi, dans ce que tu fais avec 34 éléments, c'est que tu aides les entrepreneurs à se rapprocher de cette position où tout devient plus facile. Moi, j'essaie de les aider à réfléchir à quelle trajectoire ils doivent prendre pour y arriver peut-être. Il n'y a pas de recette du succès, il n'y en aura jamais, sinon on ne ferait pas ce métier. C'est de leur faire prendre conscience que c'est une trajectoire qui prend en compte des multicritères qui sont complexes et qu'il faut les comprendre pour pouvoir arriver peut-être à l'objectif qu'on s'est fixé.
Donc c'est ça que je fais. Et donc typiquement, c'est transformatif. À la fin de là, les gens sortent, ils ont changé des choses, parce qu'ils ont pris conscience de ça. Et ils se rapprochent plus, peut-être, de ce product market fit. Après, ça dépend d'eux, pas de moi. C'est dans la capacité à exécuter, c'est dans leur talent d'exécution qu'ils vont y arriver. Moi, je peux que leur donner, en tout cas, des axes de réflexion importants. Donc pour ceux qui veulent, on mettra dans les commentaires le lien de ton site internet, pour ceux qui veulent aller voir ce qu'il fait. J'ai vu ton site, il est très bien fait, donc allez jeter un œil. Pierre, ça fait plus d'1 heure qu'on discute maintenant, c'était hyper intéressant. T'as pas mal d'expérience, c'est ce que j'ai adoré, et même à l'époque où je te suivais, où on se parlait pas encore, j'aimais bien ton approche, justement, je parlais de ton franc-parler, je parlais de ton expérience sur la vente. Ton côté Frenchy à San Francisco aussi, puisqu'on était à San Francisco à peu près au même moment, ça a été plus court, mais ça m'a beaucoup plu dans ton profil, toute cette expérience. Si toi-même, tu pouvais te retrouver il y a 20 ans, te rencontrer il y a 20 ans, et te donner un conseil pour avancer, qu'est-ce que tu te dirais? Qu'est-ce que tu pourrais te dire? Qu'est-ce que je pourrais me dire pour mieux avancer? Je pourrais arrêter la question là. Qu'est-ce que tu as envie de te dire tout court? Probablement de ne pas faire confiance à ses intuitions et d'être assez exigeant sur le fait de transformer ses intuitions en convictions avant de faire quelque chose. Parce que ça, c'est un truc que j'ai beaucoup fait, j'ai eu beaucoup d'intuitions, j'ai beaucoup travaillé dessus, j'ai décidé vite, et ça m'a conduit à faire pas mal de conneries que j'aurais pu éviter, et que donc je pense qu'être plus, tu vois, dans la transformation d'intuition en conviction m'aurait aidé professionnellement. Tu as un bout de processus à nous partager pour transformer une intuition en conviction? C'est très simple à comprendre et c'est pour moi la base de tout ce que je fais depuis toujours. Je l'explique. C'est de formuler des hypothèses. Quand tu crées un projet, quel qu'il soit, une entreprise, ce que tu veux, tu le fais sur la base d'intuition, sur des choses dans lesquelles tu crois. C'est donc des croyances. Si tu exécutes sur la base de croyances, tu prends un risque énorme. Et donc qu'est-ce que je fais? Je prends un tableur et j'écris dedans « je crois que ». Je crois que, je crois que... Et je liste tes hypothèses. Toutes mes hypothèses. D'accord. Ensuite, je liste ça dans l'ordre du risque. Quelle est la plus risquée? Je crois que si je monte une chaîne YouTube où je dépense $1 million par an, j'aurai tant de clients par an. Si ça ne marche pas, ton business est mort. Et que les gens ont besoin de parler de vente. C'est une hypothèse. Et derrière ce « je crois que », je rajoute « j'aurais dérisqué cette hypothèse lorsque… » et j'écris ce qu'il y a à faire. Ça n'implique pas de développer un produit. Ça implique de dire… Prenons un exemple, on va monter une marketplace de jardiniers, tous les deux. D'accord? Donc je crois que les gens ont besoin de jardiniers. Première hypothèse. Si ça c'est faux, notre marketplace, elle ne marchera pas. Je l'aurai validé une fois que j'aurai envoyé un email à 2000 personnes et que j'aurai au moins 520 personnes qui m'ont répondu « oui, j'ai besoin d'un jardinier ». Un exemple. Je crois que les jardiniers ont encore du temps à consacrer à des clients. Je l'aurai validé lorsque j'aurai appelé 50 jardiniers et que 80% m'auront dit « oui, je peux encore prendre des clients ». C'est un exemple tout bête, mais qui est hyper important et que les gens ne se posent pas comme question, qui sont des questions hyper fondamentales, qui te permettent en fait de dérisquer tes hypothèses et de les transformer en convictions. Et tant qu'il n'y a pas de conviction, il n'y a pas d'exécution. C'est-à-dire que si les jardiniers disent « on n'a pas le temps » et que les clients disent « on n'a pas besoin de jardinier », on ne va pas faire notre marketplace, désolé. Ça ne marche pas. Donc il faut faire, c'est-à-dire que petit 1, il faut faire très attention à la série d'hypothèses que tu formules au début, ouais. Parce que ils vont peut-être te dire que ils ont à peu près le temps ou moyennement le temps, enfin tu valides moyennement, mais qu'en fait ils ont du mal à trouver des clients, qui était une hypothèse que tu n'avais pas formulée. Et c'est ça la force du modèle que tu proposes, c'est que ça te fait en fait une task list, un plan d'action pour aller valider chacune de tes hypothèses avant de partir dans tous les sens en partant du principe qu'elles sont vraies. Et il y aura toujours des hypothèses, quelle que soit la maturité du business. Et le truc intéressant, c'est que les discussions entre cofondeurs ne devraient avoir que pour objet de dérisquer ces hypothèses. Donc tu fais un meeting toutes les semaines, tu dis bon, on va prendre les 3 plus risqués du moment, on en est où? T'arrêtes de penser que, tu vérifies que. Exactement, c'est ça être cofondeur. Et du coup, tu mets pas la merde sous le tapis, du coup tu l'as devant les yeux tout le temps. Et c'est vachement important. Ouais, c'est un super tip, ça. Merci. Faites votre Excel, colonne 1, mes hypothèses, je crois que, colonne 2, ce que je dois faire pour valider, je l'aurai validé lorsque… Et je ne sais pas combien on peut en avoir, des hypothèses, peut-être une quinzaine, il n'y a pas de chiffre, mais… Il n'y a pas de chiffre. 2, c'est court pour un business. Ah non, il y a plus que… Moi, j'en avais une vingtaine, j'en ai toujours encore dans mon tableur. La question, elle n'est pas là. La question, c'est de prendre les 3 premières. Parce qu'en fait, les 3 premières… Donc, il faut les hiérarchiser. Enfin, mais totalement, parce qu'il y a des hypothèses qui sont tellement risquées que pour autant qu'elles s'avèrent fausses,
ton business est mort. Tu as peut-être une troisième colonne, c'est criticité de l'hypothèse. Ah ben moi c'est dans l'ordre, c'est pour ça que je les mets dans l'ordre. Ouais. Je les mets dans l'ordre. Ouais. Tu sais, on en parlait tout à l'heure, mais on disait que la plupart des startups meurent parce qu'elles font des produits que le marché ne veut pas. Si elles avaient travaillé comme on vient de le dire là, elles n'auraient pas eu ce problème. Tu peux nous rappeler la stat, je crois que tu l'as, sur le nombre de startups qui meurent? C'est Cyber Insight qui disait que 42% des startups meurent parce que, raison numéro 1, elles ont développer un produit que le marché ne veut pas. C'est-à-dire qu'elles sont tombées amoureuses de leur produit et pas du problème. Deuxième stat, c'est, je pense qu'elles n'ont plus d'argent. Et la troisième, c'est, je crois, que les co-founders se tapent dessus. Voilà. Donc, après, je crois qu'il y a aussi la concurrence qui arrive après, etc., etc. Mais déjà, quand tu as éliminé les problèmes de co-founders, l'argent et le product market fit, c'est pas mal. C'est pas mal, normalement. Pas mal, ouais. Mais ça veut dire qu'on fait même pas ça. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas ces questions. Ouais, mais tu l'as dit au début, je pense que c'est complexe, on ne peut pas jeter la pierre, il y a beaucoup de choses. On est 1 ou 2, ou parfois 3 quand on monte une boîte. Mais on n'a pas le droit de travailler sur des croyances. Et en tout cas, pour ceux qui regardent la vidéo, ils ne pourront pas dire qu'ils ne le savaient pas. Voilà. Exactement. Et donc, merci pour ça. Je vais reformuler ma question maintenant, mais pour les commerciaux, parce qu'il y a beaucoup de commerciaux qui nous regardent. Si tu retournes là, quand tu avais 25 berges et que tu vendais, qu'est-ce que tu te dirais pour être meilleur ? J'étais pas mauvais, hein, non, je rigole. C'est vrai qu'on a devant nous le meilleur, le premier vendeur mondial. Qu'est-ce que je pourrais dire pour être meilleur ? Je pense que j'aurais été encore plus dur avec mes clients. C'est-à-dire que je pense que tu as forcément, à un moment donné, tu as été un peu jeune, donc tu as vraiment envie, puis tu es un peu impressionné par quand tu travailles avec des grands groupes, etc. C'est quand même difficile. Je pense que j'aurais été encore plus acharné par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure sur servir son entreprise, s'il n'y a pas de valeur, on s'en va, etc., etc. Tu vois, je dis toujours, les bons vendeurs, c'est les gens qui posent des questions et qui, quand ils n'ont pas les réponses, qui s'en vont, quoi. Ça, sortir dans une réunion, c'est un acte fort, c'est un acte majeur et c'est un acte légitime. J'aurais fait ça plus. Voilà, j'aurais été meilleur là-dessus. C'est-à-dire que la qualification de départ détermine l'énergie que tu dois y mettre. Et souvent, on a envie de croire à la chose, parce que c'est tellement dur d'avoir un rendez-vous. Quand tu l'as eu, tu te dis « merde, je vais pas le laisser tomber ». Et ça, c'est une erreur. Et puis ça fait bien devant le manager de dire ouais, « j'ai 700 000 € en pipe, mais que de deals en fait que tu peux pas gagner ». Exactement. Ouais. Et ça vient des croyances, j'abonde dans ton sens, de faut jamais lâcher la vente commence quand le client dit non, etc. qui sont des énormités absolues. Énormité. Aujourd'hui, Et là aussi, je pense qu'il y a la responsabilité des managers qui racontent ça à leurs commerciaux à longueur de journée et qui continuent qui perpétuent en fait ces croyances. Je parlais de croyances chez eux, donc il faut faire très attention. Et ça, c'est un message fort, tu vois, que j'essaye de porter sur cette chaîne. Oui, t'as raison. De savoir être clivant, de savoir dire non, d'apprendre à perdre vite. On a envie de gagner vite, mais il faut apprendre à perdre vite. Parce que les affaires, elles coûtent de l'argent. En temps, en ressources. C'est absolument clair, on est tout à fait d'accord là-dessus. Du coup, avec quoi tu veux nous laisser, Pierre, aujourd'hui, comme idée avant de se laisser ? Que la vente, c'est une science. Je vais parler de la vente parce que c'est pour ça qu'on est là. Pour moi, c'est un exercice qui est une forme de science qui évolue, qui est dynamique, qui donc n'a rien à voir avec la personnalité de l'individu, qui a à voir avec sa perspicacité, son intelligence, sa capacité à monter des plans stratégiques, sa capacité à comprendre des situations où il y a beaucoup de psychologie aussi, et que donc c'est une chose complexe où il faut savoir se remettre en cause, continuer à apprendre tout le temps. C'est pour ça regardez la chaîne de Quentin, parce que vous allez apprendre des trucs et vous allez être meilleur, et on a toujours des choses à apprendre, et que ça reste malgré tout pour moi la skill numéro 1, quel que soit le métier, quel que soit le profil. Si on n'est pas capable de vendre ce qu'on fait, même si on est technique, tu vois, si je suis développeur, que je ne suis pas capable de vendre à mon patron, que j'ai développé un bout de code qui est utile, ça n'aidera pas. On vend tout le temps. Vendre, c'est pas arracher les mecs par le cou et puis leur dire achète mon truc. Vendre, c'est être convaincant, c'est être charismatique, c'est être argumenté, c'est être logique, c'est plein de choses. Mais c'est tellement important. C'est comme ça qu'on vit quelque part en société, c'est qu'on essaie de convaincre l'autre, on essaie d'être convaincu par l'autre, et c'est une skill qui pour moi est absolument fondamentale. Et donc plus que le marketing, apprenez la vente. Voilà ce que j'ai envie de dire. Eh ben, je crois qu'on peut se laisser là-dessus. Merci beaucoup Pierre de t'être prêté au jeu. Merci pour toutes ces histoires et cette expérience que tu nous as partagée. Bon courage pour la suite et puis peut-être à bientôt sur les routes.